Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Bacurau, 4 mois, 3 semaines, 2 jours, et avant qu'on explose. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy à Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les goods, the bad and the ugly, de la cinéphilie de la personne que je reçois. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'enfin recevoir une véritable cinéphile, on pourrait même dire une cinévore. C'est une actrice que vous connaissez, j'imagine déjà très bien, tant son visage et sa voix font partie de notre paysage culturel, télévisuel et cinématographique depuis plus de 20 ans, 25 ans même. Catherine Brunet, bonjour! Allô! Comment tu vas? Ça va, toi? Oui, ça va très bien. Merci tellement d'avoir accepté, je suis super content. Ça me fait tellement plaisir. Je me fais jamais... C'est rare que je me fais inviter pour parler de cinéma dans quoi que ce soit, tu sais. Puis je suis contente parce que c'est vraiment mon seul champ de connaissances. Je suis contente de pouvoir en parler avec quelqu'un. C'est ton champ de connaissances, c'est ton milieu de travail aussi. Ouais. Je l'ai dit en ouverture, bon, pour faire un peu ton CV, on t'a surtout découvert dans les années 2000 avec Le Monde de Charlotte, forcément. Dans Ramdam, tu jouais Constance qui tripait sur le médiéval. Oui. Dans cette époque où le médiéval était don à la mode. Mathias et Maxime de Xavier Dolan, ton ami, on t'a vu à Vrac TV dans Le Chalet sur Radio-Canada dans le 5e rang. Mon coup de cœur vocal de ta part, c'est Mouvement de luxe pour Sally Langue de Bœuf. Ce personnage-là, c'est mon animal totem. Ben, ma couleur préférée, c'est fuck you. Juste ça! Juste ça, c'est... tu sais, oui, moi aussi, j'aime beaucoup Sally. Ouais. Des centaines de films que tu as doublés, des séries télé, des dessins animés, tu en as fait des tonnes et des tonnes. J'ai commencé jeune, faut dire. J'ai commencé, j'avais 10 ans. OK. Fait que la première chose que j'ai faite, c'est un film des contes pour tous qui s'appelait Regina, qui est un film islandais. OK. Fait que c'est la première affaire que j'ai doublée, c'était ça. Si je me trompe pas, tu as joué dans Un conte pour tous aussi? Étais-tu dans La forteresse suspendue? Non, hey, mon Dieu, ça aurait été mon rêve. C'était Roxane Godette-Loiseau qui jouait là-dedans. OK. Moi, je capotais sur La forteresse suspendue. J'aurais aimé ça, jouer là-dedans. Mais malheureusement, non, c'est pas arrivé. Ça sera pour... Je pense que je suis rendue un peu vieille pour faire un conte pour tous. Une mère. Peut-être un jour une mère dans Une Un conte mère, pour tous. Qui sait, ouais. Je souhaite que ça revienne, que cette belle cinématographie revienne, malgré le départ récent de Rock de Mers. J'ai mon chat qui est complètement fou en arrière. Je sais pas si les gens l'entendent, mais... Il fait juste, pour les gens qui le voient pas, il fait juste passer dans le corridor on dirait un dessin animé, en fait. Il fait ses longueurs. Ouais, ça a l'air de Scooby-Doo. Ouais, exact. Il passe d'une pièce à l'autre. Je pense qu'à un moment donné, il va qu'il revenir du même côté, puis on le verra pas revenir. Je l'aime. C'est ça qui va arriver. Donc, plongé dans le cinéma très jeune, dans la télévision très jeune, je veux savoir, avant qu'on entre dans ta liste, c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Qu'est-ce qui t'a donné la passion du cinéma? Oh my God! Ben, je pense que... Ben, en fait, d'entrée de jeu, moi, je voulais pas être actrice. Même à 4 ans, un moment donné, on m'avait interviewé. Christiane Charette m'avait interviewé, j'avais 5 ans. Puis j'avais dit que je voulais être paléontologue. Je voulais pas être actrice, je voulais être paléontologue. Parce que je tripais sur Jurassic Park. Mais veux pas, ben clairement, ça indiquait le fait que à quel point je me voyais dans cette affaire-là parce que je l'écoutais. Fait que, tu sais, déjà, j'étais drama queen. Mais ouais, je pense que Jurassic Park, Jumanji... c'est ceux qui me viennent en premier, mais évidemment, beaucoup les Disney. Mais je pense que les Disney ont vraiment forgé ma passion du doublage. Ouais. Parce qu'on baissait le son avec ma mère, puis il y a plein de monde qui ont fait ça dans la vie, là, mais on faisait les paroles, là, genre on écrivait des paroles, puis fait que, tu sais, j'aimais déjà faire du doublage vraiment jeune. Fait que, ouais, je pense que les dessins animés ont forgé cette affaire-là, puis, ouais, les trucs plus genre E.T., mais c'est vraiment Jurassic Park, je pense, qui fait que je tripe sur le cinéma. T'as fini par travailler avec des gens que tu mutais dans les films de Disney, j'imagine, Alain Zouvi, Joël Legendre. Martin Wattier. Lisette Dufour, qui faisait pas Cantas. Oui, j'aime beaucoup le doublage québécois. J'adore ça. Je regarde mes films en version originale, mais
Non, mais je comprends. C'est quand on a grandi avec ça, tu sais, il y a comme des voix qui nous réconfortent. Ouais. Moi, des fois, Adam Sandler, je l'aime moins quand c'est lui en anglais. Ok. Je trouve qu'Alain Zoubi est meilleur qu'Adam Meilleure voix. Sandler. Mais ouais, fait que je comprends. Moi aussi, j'aime bien ça. Ouais, mais je me souviens plus c'est qui le comédien qui faisait dans Le Bossu Notre-Dame, qui faisait Frollo, puis il faisait Sideshow Bob dans Les Simpsons. C'est un acteur qui est décédé maintenant. Ah oui. Là, j'ai pas son Non, nom, moi mais aussi, j'ai un blanc. cette Ouais. voix-là, même si c'est une voix ténébreuse, Mm-hmm. me réconforte à chaque fois. Là. Je peux juste réécouter la chanson qui chante pour Esmeralda dans Le Bossu Notre-Dame, puis ça me transporte complètement. Mais c'est ça, le cinéma, garde. Moi, ça me fait. C'est pour ça que j'aime aussi faire du doublage parce que il y a quelque chose qui fait que ça, on le sait que ça berce l'imaginaire des gens d'une certaine manière. Parce que veut pas, on le fait pour se faire oublier. C'est pas genre je veux que les gens me reconnaissent et me trouvent bonne dans le film. C'est je veux que les gens passent un bon moment puis ils oublient qu'ils regardent un film doublé, tu sais. Ouais. Oh, le minou, il parle. Il se plaint beaucoup des fois aussi. On va rentrer justement dans ta liste avec ton premier film, Bacurau, qui est un film de 2019 réalisé par Giuliano Dornelles et Kleber Mendonça Filho. C'est un film brésilien. Donc les comédiens ne sont pas connus de ce côté-ci de l'Amérique, de l'Amérique du Nord. Barbara Collin, Thomas Aquino, Karine Tellez, Silvero Pereira et Udo Kier. Tu m'as dit qu'il était sur Criterion. Je ne suis plus malheureusement abonné à Criterion parce qu'à un moment donné, avec toute l'offre, il faut choisir. Donc, j'ai pas pu le voir. J'ai regardé souvent la bande-annonce, par contre. Sur Wikipédia, c'est présenté comme un weird western. Ouais. C'est quoi Bacurau? OK, Bacurau, ben là, pour les gens qui aiment... C'est parce que moi, j'aime beaucoup, en fait, découvrir les films sans en avoir entendu parler. Je trouve ça vraiment le fun d'avoir aucune attente puis d'avoir aucune idée préconçue ou de... Fait qu'enfin, Bacurau, pour moi, ça a été une découverte parce que c'était sur Criterion. Je faisais juste... Je me cherchais un film, puis c'était comme, en primeur, ce film-là... Fait que j'ai juste sélectionné, puis honnêtement, j'ai pogné de quoi, dans le sens que j'ai pas vu la bande-annonce, là, je sais pas ce que ça révèle, puis je sais pas ce que... C'est un film assez long, c'est un film de 2h30 qui se passe dans une ville fictive au Brésil. Une ville en apparence, somme toute, assez normale, un petit village, les gens y vivent paisiblement, puis à un moment donné, ben il y a deux inconnus qui arrivent au village et puis qui perturbent un peu cette tranquillité-là. Puis je veux pas trop en parler, je sais qu'on est là pour ça, mais ça chire. C'est quand même récent. En fait, c'est parce que le punch, il y a pas de punch, c'est pas une affaire de genre, c'est pas le sixième sens, là. Mais c'est que la twist est tellement intéressante. C'est un film long. Après, je pense 1 heure, j'étais comme, c'est quoi le film? Ouais. Parce qu'il y a des extraterrestres, il y a des... Il y a un personnage qui meurt au début. En fait, c'est que c'est comme un mélange de... Je dirais Hunger Games, Black Mirror, puis un peu du Tarantino, là. Ouais. Fait que c'est comme... c'est ça. Mais c'est pour ça que je veux pas trop en révéler, mais c'est vraiment un film qui m'a troublée par... Je trouve ça... J'adore ça être surprise, évidemment, au cinéma, puis je trouve que c'est rare. Ouais. Maintenant, on le sait, on a vu la bande-annonce dure 45 minutes, puis t'as vu le punch, t'as vu les répliques drôles, puis t'as vu le... Puis ce film-là est vraiment très, très, très surprenant avec des acteurs incroyables, dont un qui fait comme un des personnages qui est un peu à l'extérieur du village. C'est comme l'espèce de caïd qui effraie un peu le village, mais qui les protège en même temps. Puis cet acteur-là est incroyable. Puis il a du vernis à ongles, puis il a les cheveux longs. Puis je me dis, voyons, c'est qui ce gars-là? Je suis allée m'informer sur lui. Puis en fait, au Brésil, c'est un activiste des droits LGBTQIA2+. Puis... il est drag queen, Fait que je trouvais ça vraiment intéressant qu'il ait donné ce rôle-là à ce gars-là. Puis je pense qu'ils sont allés à Cannes ou à Venise, puis il était habillé en drag. Puis... Wow. Mais ça n'a aucun rapport dans le film. Mais en tout cas, je trouve que le processus de toute cette création-là a l'air bien intéressante aussi. C'est quand même fou ce que tu décris là, qu'un film comme celui-là puisse sortir maintenant au Brésil, considérant le président qu'ils ont. Mais je pense que c'est encore plus fort parce qu'ils ont le président qu'ils ont. Ouais. C'est une grosse critique sur justement à quel point de se calquer sur les Américains, c'est pas super, mais qu'en même temps, on comprend qu'il y a une culture du tourisme, puis du... c'est bien complexe comme... De ce que j'en disais, il y a un message anticolonial aussi dans le film. Complètement. C'est vraiment ça, puis c'est vraiment... Mais amené d'une manière...
c'est le fun. C'est un film amusant, c'est un grand divertissement tout en ayant un message. Puis ça, mon Dieu, je trouve que c'est rare et précieux. Ouais. T'es quelqu'un aussi, tu sais, t'es pas nécessairement quelqu'un qui prend parole publiquement pour des causes précises, mais sur Instagram, tout ça, t'as pas peur de donner tes opinions. Qu'est-ce que t'aimes de livrer tes opinions? Parce que tu pourrais faire, oh non, moi, je me mêle pas dans l'arène, puis je garde ça pour moi. Ben, ouais, je pense que je prends parole. Tu sais, c'est ma manière de prendre parole. Tu sais, on me met pas un micro tout le temps dans les mains dans la vie, là. Je suis pas... mais j'essaie de le faire parce que j'aime les humains autant que je les haïs. Je comprends. Dans le sens que j'ai longtemps pensé que j'étais... que j'aimais pas le monde, puis que j'étais un peu nihiliste, là, genre, de toute façon, c'est la fin du monde, puis whatever. Ouais. Mais ma mère puis mon père m'ont pas élevée comme ça, dans le sens que j'ai toujours su que j'étais née au bon endroit, on est privilégié d'être né au Québec. Là, on le voit en ce moment, même avec les catastrophes naturelles. Juste ça, on est chanceux d'être ici. Là, je touche du bois pour l'instant. Fait que j'ai toujours su que j'étais née dans un bon endroit, qu'on m'a bien élevée. J'ai été, somme toute, une femme blanche, hétérosexuelle, whatever, privilégiée. Puis, à un moment donné, ben c'est ça, quand tu réalises tes privilèges, puis surtout que là, en plus, il y a des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux parce que les gens m'ont vu à la télé, puis des fois, je trouve ça injuste qu'on donne autant d'attention aux personnalités des arts. Mais d'un autre côté, je pense que tant qu'à avoir ça, il faut qu'on le prenne. Oui, tu peux avoir une tribune pour contribuer à essayer le plus possible d'être une alliée. Ben, d'être une alliée, puis de mettre de l'avant, en tout cas, les injustices, puis tu sais, mettons, je porte-parole pour ANEB, Anorexie Boulimie Québec, tu sais, puis de parler de la diversité des corps aussi, puis c'est ça, je me dis que si je peux faire quelque chose avec cette visibilité-là, puis pas juste m'asseoir là-dessus puis faire comme « Ah, c'est cool, je raconte des histoires d'envie, puis that's it », mais je pense que c'est notre responsabilité à tous, honnêtement. En tout cas... Oui, ben on fait partie d'une société, puis c'est ça. C'est parce que sinon, quoi, tu sais? On se croise les bras, puis on attend que c'est comme... Je pense que c'est ma façon de coper avec le manque de sens de la vie. Ouais. Tu l'as dit, tu sais, t'as longtemps été cynique et nihiliste, mais j'imagine que ça doit être au début vingtaine. Ouais, exact. Fin de l'adolescence, début vingtaine, on est tous un peu nihilistes, puis le monde, c'est de la merde. Ouais. Mais à un moment donné, tu réalises que le cynisme, ça apporte rien, en fait. Parce que tu contribues pas, tu fais juste regarder un train qui passe, puis dire que la couleur est laide. Exact, c'est vraiment ça. C'est vraiment, tu chiales, puis t'es comme... C'est plate. Tu sais, genre, j'ai faim. Mais fais-toi manger, dans le sens que... C'est ça, je pense que... à un moment donné, tu te dis, bon, ben, coudonc, je vais essayer de rendre ça un petit peu plus le fun le temps que je suis là. Pour les autres, surtout, dans le sens que... C'est ça. Ouais. De Bacurau, est-ce qu'il y a une scène qui t'a marqué plus qu'une autre? Ben, c'est parce que oui, mais en même temps... C'est un punch? Ben, c'est comme tout le... En fait, ce que je peux dire, c'est que la scène qui m'a marquée, c'est à peu près en milieu de film, quand on comprend que ce qu'on est en train de regarder, c'est pas ça qu'on est en train de regarder. Je vous le dis, là, c'est pas clair ce que je dis, mais je suis sûre que ça va vous donner le goût de l'écouter parce que... T'es comme une magicienne qui est en train de pas dévoiler ses trucs, mais qui dit quand même un peu c'est quoi ses trucs. Exact. Il y a une twist dans le film, puis quand elle arrive, ben c'est fucking excitant, puis c'est vraiment le fun. Fait que c'est ça. T'aimerais-tu ça Trouves-tu qu'on fait au Québec des films qui se rapprochent de ça? Sinon, est-ce qu'on devrait en faire? Est-ce qu'on devrait essayer d'aller dans cette folie-là? Il y a, juste la bande-annonce, tu l'as dit, il y a du Tarantino dans le film, il y a des extraterrestres, il y a du western, mais il y a aussi, juste dans la bande-annonce, il y a une grande poésie qui émane de ce film-là. Puis une grande liberté aussi. Puis mais je pense qu'en fait, tu sais, c'est du cinéma de genre. Là. Puis au Québec, on n'en fait pas parce que... plusieurs raisons, là, mais entre autres les institutions, puis c'est ça. Je pense qu'il y a un grave problème de on donne de l'argent tout le temps aux mêmes personnes pour faire les mêmes affaires, puis les mêmes histoires, puis parce qu'on se dit que c'est ça qui marche, alors que non, tu sais, les gens des institutions financières, ben, je dis pas tous, là, évidemment, puis je veux pas généraliser, là, mais puis je comprends là, comment que ça fonctionne, là, l'argent public, mais oui, je pense qu'il faut qu'on prenne plus de risques. Cela dit, Bacurau, ça ressemble pas non plus à un film américain, ça ressemble pas... Pour moi, c'est un film unique, tu sais. Fait que là, évidemment, de dire, oui, au Québec, on devrait faire des films comme ça, je suis comme, ben, c'est facile à dire. Là. Oui, mais développons notre style
Ben, qui peut dans le cinéma de genre, évoquer ça. surtout, tu sais, parce que je pense que les gens sont prêts à en voir. Puis Ouais. mais je sens que notre génération, là, mettons, de cinéastes, je pense que ça tend plus vers ça. Tu Ouais. sais, mettons, Stéphane Lafleur a quand même un peu pavé la voie. Puis, Ma réplique préférée presque du cinéma québécois vient d'un film de Stéphane Lafleur. C'est dans En terrain connu. Quand t'as le... qui apparaît... Ouais, le gars qui apparaît, ouais. qui faisait Monsieur Crackpot. oui, là, je me exact, souviens plus. Denis Wood. Denis Wood, ouais. Qui arrive puis il dit « J'arrive du futur. Mais pas ben loin, là, d'une couple de mois. Donc vous allez avoir un bel été. » C'est tellement génial. C'est super. C'est ça le voyage dans le temps. C'est juste... Le gars, il revient dans 6 mois. Puis c'est ça aussi, la beauté de l'art, c'est que, tu sais, on veut... Tu sais, moi, si je veux regarder juste du monde qui parle autour d'une table, là, me rester chez nous, m'inviter mes amis, là, Ouais. tu sais, comme... Oui, ça peut être du bon cinéma aussi, ça, je sais pas que c'est pas bon, mais il y a moyen, même sans avoir les millions de dollars, des millions et des millions de dollars, Mhm. comme les Américains, par exemple, de raconter des histoires qui sortent, tu sais, outside of Parce the que box. Bacurau a pas de l'air d'avoir coûté non Non. plus excessivement cher. Oui, il y a du budget, là, Mais c'est un film forcément. indépendant, là, tu sais. Mais c'est un pas, film, c'est ça, qui peuvent se permettre... tu sais, les effets ont de l'air cheap, je disais aussi sur Wikipédia, sur IMDb dans la section Fun Fact. Le film rend souvent hommage apparemment à John Carpenter. Oui. Il y a plein de petites Ouais, références, ouais. genre une école qui s'appelle John Carpenter, des choses comme ça. Exact, mais clairement, c'est ça, c'est un hommage tu sais, au B-movie, puis au... Ouais. Fait que c'est ça, regarde. Mais en fait, puis c'est ça, ici, je pense pas que c'est les idées qui nous manquent, Mhm. puis l'imagination, puis c'est vraiment... Ce qui nous manque, c'est le... La c'est- volonté. Non, mais c'est surtout l'audace Ouais. chez les gens qui donnent les sous, tu sais. Ouais. Tu peux pas évidemment révéler des punchs, mais tu vas participer à un film qui s'appelle La bataille de Faradar. Oui. J'ai l'impression qu'on va déjà avoir un petit peu plus ça, parce que bon, c'est un spin-off Ouais, d'un d'un court-métrage. court-métrage qui a roulé sur le web dans les années 2000 qui s'appelait Tom et ses chums, Ouais. où des gars se réunissent après Ouais. 10 ans pour rejouer à En fait, ils Donjons et continuent Dragons. une game. Ils continuent, Ça fait ouais. 10 ans qu'ils jouent la même fucking game de Donjons Ouais. Dragons. Puis un de leurs chums qui est devenu cool ou un peu douche Ouais. avec le temps vient et fait chier la game du début à la fin. Donc là, il l'adapte en long métrage. J'ai très hâte de voir ça parce que ce court métrage-là, je l'ai vu et revu avec C'est un mes chums. classique. C'est un classique. Ouais, t'as tué mon bonhomme, là. Oh, regarde, C'est je génial. sais. Moi, quand j'ai su, en fait, qu'il faisait Faradar en film, en long métrage, Mhm. parce que moi, je regarde, bien évidemment, là, on le fait tous, mais regardez les films qui sont financés par... voilà. Fait que j'ai vu qu'il faisait le long métrage, puis j'ai écrit à mon agente, puis j'ai dit, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais je veux absolument jouer dans ce film-là. Je sais pas s'il y a un rôle pour moi. Je suis prête à faire n'importe quoi, une poignée de porte. Genre, merci. Merci Ouais. de m'aider avec ça. Puis c'est la première fois de ma vie qu'ils me sont revenus en disant, ben, il t'offre le rôle, puis c'est un des rôles principaux. Wow. Parce que, ben là, tu sais, Edouard, finalement, j'ai su que c'était un ami d'amis. Puis que... Fait que bref, les étoiles se sont full alignées. Mais mettons, moi, ben, oui, j'ai fait Constance dans Ramdam qui trippait sur le médiéval. Mais moi, je suis une grande fan de médiéval. Je veux faire un GN une fois dans ma vie. Je capote, là. Fait que, tu sais, Faradar, pour moi, c'était comme... Fait que je suis bien contente. C'est ton moyen d'être en grande robe ou en guerrière ou en Ben, que c'est sais-je. ça, là. C'est ça, là. Parce que quand ils jouent, les gars, on dit Donjon Dragon, mais c'est pas Donjon Dragon Ouais, parce qu'il qu'on y a n'a pas des les droits. Ouais. Mais quand ils jouent à leur jeu, donc Faradar, on les voit dans cet univers-là. Fait qu'on les voit en armure, on les voit dans leurs personnages, on les voit combattre. Puis honnêtement, à date de ce qu'on a tourné, c'est malade, là. Ah, j'ai C'est vraiment vraiment... hâte. J'espère que les gens vont être au rendez-vous au cinéma parce que pour vrai, ça va peut-être donner le Ouais. petit kick de cinéma de genre un peu. C'est un Ouais. mélange entre Le Seigneur des Anneaux puis Superbad. Moi, c'est ça que j'ai dit. Genre, j'espère que ça va marcher. OK. C'est un bon pitch. À vous, hein? C'est un bon pitch, pour vrai. OK. Super bad, mais dans le Seigneur des Anneaux, Ouais. Vendu, non? Ben, confession, je ne suis pas très fan de Lord of the Rings, de l'univers. Ça me rejoint moins. Je vais m'en aller, je vais. C'est fermer correct, le micro, c'était puis je vais- Catherine Brunet, mesdames et messieurs. On a fait un film, c'est le plus court épisode. Mais Superbad, c'est Bon. mon adolescence, ce C'est film-là. Je reste un peu avec Bacurau. T'es quelqu'un qui a beaucoup voyagé, quand même, Mhm. j'ai l'impression. T'es allé à plein d'endroits dans le monde. Ce film-là se passe dans un village qui n'existe pas, mais je veux savoir l'endroit qui t'a le plus dépaysé, où Hmm. t'as vraiment fait, là, je suis loin de tout ce que je connais. Ben, c'est dur à dire entre. Je pense que c'est le Sri Lanka. Hmm.
le nord du Sri Lanka, qui est comme vraiment pas touristique, puis qui est vraiment... c'est comme 12 heures de train, puis t'arrives dans une ville qui est comme dans l'océan, là, tu sais. Ouais. Puis il fallait que je me couvre, évidemment, les bras, le corps, les tatous, puis le... Ouais. C'était assez... tu sais, on allait dans les temples, puis genre, on était les seuls blancs, là, mon chum et moi. Mhm. Fait que, tu sais, on détonnait vraiment beaucoup, puis on se sentait loin de chez nous, là. Mais c'était super. C'était vraiment une magnifique expérience, là. Tu sais, être dans le train, puis c'était pré-COVID, fait que on achetait de la bouffe que, tu sais, tout le monde pige dans le sac, puis c'était vraiment cool. Ouais. Une autre époque. C'est une autre époque. Ouais. Ouais, c'est ça. Être genre 150 000 dans un petit, voyons, un wagon de train, là. Ouais. Ça se fait plus... mais... Je reste un peu sur le voyage, mais t'as aussi, tu l'as déjà raconté, mais t'as fait un voyage en Nouvelle-Zélande pour voir Hobbit Town ou Hobbiton. Ben, Hobbiton, mais aussi toutes les autres. En fait, on s'est booké un voyage. Je dis on parce que mon chum aussi est très, très fan du Seigneur des Anneaux. Fait que on est parti en Nouvelle-Zélande 3 semaines, 1 mois, puis on est parti du nord, puis on est descendu jusqu'au sud. Puis on a essayé de trouver tous les spots où il y avait tourné, toutes les... Puis tu sais, c'est quand même, somme toute, assez petit, la Nouvelle-Zélande. Fait que des fois, on allait dans une place, puis les gens nous disaient « Oui, Viggo Mortensen, il venait tout le temps manger ici, il avait son armure, puis ah oui, il venait souvent... » Fait que tu sais, on avait des comme... Tout le monde était content d'en parler, puis il nous racontait des anecdotes, fait que... Des fois, on passait genre 1 heure dans le bois à chercher comme un spot en particulier. Puis c'est ça, on est des gros geeks du Seigneur des Anneaux. Mais cela dit, la Nouvelle-Zélande, outre ça, c'est mon pays préféré. Okay. Genre, c'est sûr, je vais finir mes jours là. Ah ouais, à ce point-là. Oui, c'est fou. Pour vrai, c'est malade. Ce sera pas Baie-Saint-Paul, ce sera pas Kamouraska, ça va être... Ça va être la Nouvelle-Zélande. La Si ça n'a Nouvelle-Zélande. pas été englouti sous les eaux. On se le souhaite. On va quitter la Nouvelle-Zélande pour aller dans le froid et dans le froid oppressant de la Roumanie des années 80 avec 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Film de 2007 réalisé par Cristian Mungiu qui met en vedette Anna Maria Marinka, Laura Vassiliou, Vlad Ivanov, Alexandru Potosean et Luminata Georgiou. Que vous connaissez tous. Que vous connaissez tous, évidemment. Oui, ben, ils ont joué dans O et dans Nos étés. Oui, très bon dans Yamaska, d'ailleurs. Oui, ben, mon Dieu. Ben oui, c'est un beau rôle de composition dans Yamaska 2. Ça présente quoi? 4 mois, 3 semaines, 2 jours? C'est l'histoire, en fait, de, la Roumanie dans les années 80, qui avait pas une ambiance extraordinaire, là. Fait que déjà, on commence... Tu sais, on nous présente dans ce film-là l'ambiance, justement, là, tu sais, il faut que tu aies ton passeport pour réserver une chambre d'hôtel, il faut que tu aies un homme avec toi si t'es une femme. Tu sais, c'est très austère et très... voilà. Communiste, en fait. Ouais. C'était le régime de Ceausescu. Exact, c'est ça. Tantôt, on avait un film qui a été fait au Brésil aujourd'hui avec, évidemment, parce que j'y pense oui, son mais lui, nom, là, le dictateur. Le dictateur qui est là en ce moment. Je tripe sur la dictature. Oui, Dans le... Mais fait que bref, donc, on est dans cette Roumanie-là, puis c'est l'histoire de 2 filles qui, en fait, une fille qui veut se faire avorter, puis qui c'est illégal. Donc, c'est comme cette quête-là pour l'avortement, qui ressemble un peu, en fait, à, pas du tout, mais dans la thématique, à Never, Rarely, Sometimes, Always, qui est un film... Ça me dit rien, je connais pas. On s'en reparle. Okay. Mais qui est un film, qui a la même thématique. C'est 2 jeunes filles qui partent du sud des États-Unis pour aller à New York pour qu'une de ces filles-là se fasse avorter parce que dans cet État-là, c'est illégal. Fait que bref, en tout cas, tout ça pour dire que rien n'a changé depuis les années 80, ce qui est un peu épeurant. Puis dit comme ça, ça a l'air assez, pas banal, là, évidemment, parce que c'est pas banal de se faire un avortement illégal. Mais encore une fois, c'est un film assez surprenant qui est... en fait, tout est dans l'ambiance, puis tout est dans la lourdeur de cette affaire-là. Mais moi, c'est un film que, encore une fois, je savais pas ce que j'allais regarder. Juste choisi ce film-là sur Criterion. Merci, Criterion. J'étais toute seule chez moi, puis j'ai fait une attaque de panique. Pour vrai? Ouais, parce que je m'attendais pas à ce genre de film-là du tout. Parce que c'est très cru, c'est des longs plans. On suit les 2 filles, mais tu sais, évidemment, tout chie, là. Tu sais, comme, c'est pas simple, là, faire un avortement illégal. C'est déjà pas simple. Je peux imaginer un avortement. C'est Quand ça. tu sais que c'est illégal et que
ta vie en dépend. Là, Ta vie en carrément. dépend. Ça peut être dangereux. Si tu te fais pogner, on sait pas ce qui peut Ouais. se passer. Faut pas que la famille le sache, faut pas que le chum le sache, faut pas que c'est comme... Fait que, tu sais, en tant que femme aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est très... Je voulais... J'aurais aimé ça présenter aujourd'hui un film réalisé par une femme, Mhm. mais j'étais comme ça, pour moi, ça parle Ouais. tu sais, des femmes et de ce qu'elles subissent. Puis aujourd'hui, je sais pas à quel point on permettrait à un homme de raconter ce film-là. Là. Mhm. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est moi, ça m'a complètement bouleversée parce que c'est choquant, en fait. Ouais. C'est tout simplement choquant. On parle pas des années 40 ni des années 20. Tu sais, on parle des années 80. Ouais, là. c'est pas loin. C'est d'autant pas loin qu'il y a toujours le spectre que l'avortement, même au Canada, que ce soit même en Amérique du Nord, pourrait toujours être restreint à chaque fois. Là. On est dans une Exact. campagne électorale en ce moment, puis au moment d'enregistrer, on est dans une campagne électorale. Au moment où l'épisode sort, non, Ouais. mais tout dépendamment du résultat, ça n'a pas pris 2 jours que la campagne était lancée, puis déjà, tu vois des groupes d'activistes anti-avortement au Canada là, qui veulent restreindre ce droit-là qui C'est ça qui C'est est fondamental. ouais, c'est complètement effrayant. Puis c'est bien challengeant, je trouve. Tu sais, parce que Ouais. qu'est-ce que à part, je veux dire, manifester puis voter, là, je veux dire, Ouais. une fois qu'il est trop tard, là, comme ces pauvres filles-là de 21, 22 ans dans le film de 4 mois, 3 semaines et 2 jours, qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne Ouais. peux rien faire. L'accident, mettons, qui t'est arrivé Mhm. peut te coûter la vie. Ouais. Alors que c'est, comme tu dis, c'est un droit fondamental, puis on parle de... En tout cas, c'est bien choquant. Ouais. Puis c'est magnifiquement réalisé. En plus, le film est complètement beau, puis Ouais. complètement... Je me souviens pas comment elle tombe enceinte dans le film. Est-ce que justement c'est un. elle couche avec C'est quelqu'un. ça, par accident, parce que ça aurait pu être un viol, ça aurait pu être. Ah oui, ok, excuse-moi. Parce que ça peut arriver de plein de façons. Exact, ça mais qui je est pense épouvantable. que... on le sait pas, peut-être. Je pense que c'est même pas important dans le film. Ouais, hein? Je pense que c'est vraiment juste être pogné avec ça, Mhm. rendu là. Puis c'est comme une espèce de... C'est un film assez essoufflant parce que, tu sais, justement, ça commence avec... Allez, il faut se trouver une chambre d'hôtel, mais trouver une chambre d'hôtel sans passeport ou juste une fille. Puis là, c'est compliqué de trouver la chambre. Ensuite, là, il y a l'avorteur, là, tu sais, qui est le docteur, qui vient... Un moment tellement étrange. Après, il y a comme... C'est vraiment une suite d'événements glauques. Ouais. Mais qui représentent, oui, le drame d'un avortement, le drame d'un avortement illégal, mais Mhm. aussi le drame de vivre dans une vraie dictature. Tu sais, Ouais. quand les gens, quand je lis sur les réseaux sociaux, Là là. les gens qui parlent de dictature, puis je suis comme, toi, t'es pas allé beaucoup te promener dans le monde, hein? T'as pas regardé beaucoup de Ouais. films, hein? Parce que je veux dire, une fois que t'as vu 4 mois, 3 semaines et 2 jours, mettons, tu regardes juste ça, là. Tu comprends c'est quoi une dictature. Puis tu comprends que les gens n'ont même pas le droit de choisir un métier à part scientifique, puis genre médecin, puis tu sais comme... En tout cas, fait que ce film-là représente tout bien ça, puis c'est pas si loin de nous, fait que je pense que c'est un film important encore, tu sais. Oui. Puis c'est ça, c'est un équilibre très fragile parce que ça peut tomber à tout moment, Mhm. une démocratie, à tout moment, des gens très Ben oui, on l'a bien très vu en autoritaires, Afghanistan, là, je veux dire, en ça a pris 10 Afghanistan, jours. oui, mais même aux États-Unis, où il y a une tentative de coup d'État cette année. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils s'imaginent... Tu sais, tu dis même aux États-Unis, comme... Dans le sens que... Tu sais, oui, les gens, mettons, en Afghanistan, on est plus habitués d'entendre parler de la guerre et tout ça, mais c'est quand même pas... Tu sais, c'est comme si c'était devenu normal pour nous Ouais. de dire genre, ah oui, mais tu sais, en Afghanistan, ou ah oui, mais tu sais, en Russie, Ouais. ou... Mais on parle quand même de vie humaine normale, égale à la nôtre, tu sais, puis on s'en lave les mains un peu comme si ça... Un peu comme si c'était pas grave, tu sais, puis je pense à l'Afghanistan parce que les femmes perdent tous leurs droits, tu sais. Oui, en ce moment, Leur ouais. droit d'aller à l'école, leur droit de s'habiller comme elles veulent, leur droit de travailler. Puis on est en 2021, tu Ouais. sais, puis je suis comme... Je me rappelle pas c'est une citation de qui, mais il y a une femme à un moment donné qui avait dit « Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, je ne le serai pas aussi », tu sais. Hmm. Puis pour moi, c'est un peu ça, parce Est-ce que tu te sens comme ça? Ben oui, parce que, je veux dire, moi, j'ai bien beau, là, tu sais, puis... Ben là, on rentre dans le féminisme intersectionnel. là, tu sais, Allons-y, mais... allons-y, let's go. C'est le podcast pour ça. Mais tu sais, je pense que on a, comme je disais tantôt aussi, c'est un devoir d'inclure
tous les féminismes et toutes les Ouais. femmes dans notre combat parce que moi, c'est pas vrai que je vais faire comme ouf, eh bien, dis donc, au Québec, on est chanceux, on a le droit de vote. Ouais. Tu sais, dans le sens que on est fucking chanceux ici. Tu sais, quand tu dis, mettons, genre, ah ouais, tu sais, le féminisme est encore important. Puis les gens font comme, ouais, ben, tu sais, c'est bien pire en France ou c'est bien pire aux États-Unis. Puis je suis comme, mais qu'est-ce. Mais et alors? Ouais. Donc, quoi? Vu que nous, ici, on est bien, puis on est chanceux, encore une fois, on se croise les bras, puis on attend que quoi? Nous aussi, on perde nos droits. Puis c'est pas juste ça, c'est juste de. Je trouve ça choquant, moi, là, de savoir qu'il y a des femmes dans le monde qui peuvent pas aller à l'école parce qu'ils ont un vagin, genre. Ouais. Hey, ça me fâche. Oui, En tout mais il y a ces... Tu sais, ça, on n'est pas pour prendre exemple sur les pires pour se réconforter. Prenons l'exemple sur les meilleurs. Ben exact. Puis quand j'entends des femmes autour de moi, puis je comprends que le militantisme n'est pas donné à tout le monde, puis c'est pas tout le monde qui est obligé, sauf qu'en même temps, des fois, je trouve ça lâche. Ouais. Tu sais, je trouve ça comme... Ben non, mais moi, j'ai jamais souffert de ça. Je suis comme... OK. Ouais, ça m'affectera pas. Mais fait que donc, tu donneras jamais, mettons, à l'UNICEF ou tu donneras jamais à l'EUCAN parce que t'es comme, ben moi, j'ai pas le cancer, fait que je vais pas aider les gens qui ont le cancer. Ouais. C'est comme... c'est fucked up quand même, Ouais, là, ouais, de ouais. penser de même, là. Ouais. J'étais tombé sur une phrase à un moment donné, c'était... Je vais la paraphraser Ben tout oui. croche, mais les gars ne croient pas c'est pas juste au sexisme, mais à la culture du viol jusqu'à temps qu'ils deviennent pères d'une jeune fille. Mais c'est vrai, mais pour vrai, c'est C'est tellement vraiment ça. ça. Oui, oui. Puis que là, ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait toute leur vie à des femmes, leurs filles vont le subir. Mais tu sais, t'es-tu nono de t'en rendre compte juste là? Ça te prend ça. T'es Ça te bien prend vraiment nono. ça pour t'en rendre compte. Ces gens-là devraient même pas avoir le droit de faire un enfant. Tu sais, comme si... Ouais. En tout cas... Ouais. Ouais. Mais t'as raison. Mais c'est ça, c'est que les gens sont tellement dans... Puis, encore une fois, tu sais, c'est pas donné à tout le monde d'avoir le temps d'être militant, Ouais. puis de lire, puis de regarder des films, là, tu sais, comme ça Ouais, aussi, puis s'informer, c'est puis du c'est privilège, là. Oui. Fait que je comprends, là, tu sais, que... Mais je trouve que, mettons, de l'empathie, ça s'apprend nulle part. Mhm. T'es pas supposé devoir lire des livres pour apprendre l'empathie, tu sais. Ouais. Je comprends pas qu'on l'ait pas, cette affaire-là, de vouloir... Ouais. juste pas violer des filles, mettons. C'est ça. Tu parlais de l'Afghanistan tantôt, juste les images de gens pris à l'aéroport qui... C'est leur survie, là. Puis que ils veulent juste quitter cet endroit-là parce qu'ils voient vers quoi ça s'en va, puis de voir des gens ici qui veulent pas les accueillir. Hey, notre culture, je suis comme... Tu sais-tu écrire français, déjà, là? C'est-tu écrit français? Est-ce que c'est quand la dernière fois que tu es allé au théâtre, que tu es allé au cinéma ça? voir un film québécois, Ouais. que tu écoutes de la musique, que tu regardes la télévision québécoise, qui est pas Salut Bonjour, là. Je Non, mais vais juste c'est ça. même dropper celle-là parce que c'est le premier qui vient en tête, mais Mais des fois, c'est ça, à part, mettons, la Saint-Jean, là. C'est quoi, Ouais. qu'est-ce que tu fais, toi, pour c'est ça. préserver ta culture? C'est 2 tonnes d'Éric Lapointe, merci, bonsoir, c'est ça, là. Puis même là, Puis même là, on l'aime, notre Éric. Ben oui, il Oui. est annulé, là. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, ouais. Je trouve qu'on manque d'empathie, puis on manque de... Puis c'est pour ça que ce genre de film-là, puis ce genre d'œuvre-là, pour moi, c'est important, puis c'est marquant, parce que c'est le genre d'affaire que je me dis, n'importe qui regarderait ce film-là, puis ça y ouvrirait les Ouais. yeux, je peux pas croire. Ouais. Fait que c'est ça. J'imagine, tantôt, t'as mentionné que t'étais porte-parole De ANEB. De ANEB, Ouais. qui vient en aide aux femmes anorexiques, boulimiques. Ouais. En as-tu déjà souffert toi-même? As-tu déjà ressenti cette oppression-là? Oui, bien sur ça, ton corps? bien sûr, mon Dieu, dans le sens que qui ne l'a pas déjà, tu sais. Ouais. Je pense pas que je connais quelqu'un dans mon entourage qui, de A à Z de sa vie, là, tu sais, mettons de l'enfance à aujourd'hui, n'a jamais souffert de pas aimer son corps, mettons. Ouais, je comprends. Homme, femme, tout le monde confondu. Moi, je le dis souvent, j'ai été chanceuse de pas développer un trouble alimentaire parce que j'étais petite puis j'étais à la télé. À un moment donné, on m'a dit que j'avais une petite bédaine. Il faudrait que tu fasses attention parce qu'on faisait ça pour mon bien, évidemment. T'avais quel âge à peu près? Ben, genre 10 ans, là. Mais c'est normal, à 10 ans, d'avoir une petite bedaine. Ben quand non, mais t'es c'est enfant. ça. Oui, sauf c'est que normal. pas quand t'es à la télé, tu sais, dans le sens, tu comprends, il y avait toutes ces couches-là, là. Je veux bien, mais c'est normal d'être encore un peu joufflu avec. C'est normal d'être joufflu au pire toute sa vie aussi. Mais... Ouais, mais tu sais, tu dis ça, sauf qu'on s'est toutes fait écœurer à l'école en se faisant... Ben, pas toutes, là, mais en se faisant traiter de maigre ou se faisant traiter de gros, en se faisant traiter... Tu sais, Des oui, caractéristiques tu physiques. sais, là, aujourd'hui, on le sait, ça.
en tant qu'adulte, mais genre quand t'es enfant, puis même quand les adultes de cette époque-là, là, c'était il y a 10 ans, pour eux, ils disaient pas ça pour mal faire, là. Comme c'était vraiment... Puis tu sais, mettons, ma mère, elle faisait des diètes, puis elle était pas satisfaite de son image corporelle. Elle aussi, tu sais, elle était prise dans cette affaire-là, fait que je l'entendais dire « Ah là, faut que je maigrisse », puis « Ah non, je peux pas manger de pain, là, tu sais, tout dans les fesses », puis... Fait qu'on se fait, je veux dire, dès le plus jeune âge, on se fait... J'ose croire que là, les choses tendent à changer, mais à l'époque, on parlait pas de ça, là, de la diversité corporelle. C'était comme, t'es un mannequin ou ben t'es lettre pour être dans l'image publique. Fait que bref, oui, j'ai ressenti cette pression-là, puis j'ai été très, très complexée, puis j'ai essayé les diètes, puis j'ai essayé d'autres méthodes compensatoires, si on peut dire. Mais un trouble alimentaire, tu sais, c'est pas... C'est ça qui est dur à expliquer, là, puis je veux quand même le dire, parce qu'un trouble alimentaire, c'est quand même, mettons, comme une dépression. C'est un trouble mental. Tu sais, c'est pas juste une lubie d'adolescente qui veut être mince. C'est une affaire de contrôle, c'est une affaire de... C'est vraiment ancré profondément dans le cerveau. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que j'ai été chanceuse de pas le développer. Parce que je l'ai pas développé. Comme quelqu'un là, qui travaille 24 heures sur 24, puis qui est brûlé, puis qui est malheureux, puis qui a des idées noires, mais qui fait pas de dépression. Ça existe aussi. Fait que bref, mais cela dit, oui, j'ai souffert énormément. C'est ça, parce que de ce que j'en comprends de l'anorexie, j'ai déjà été en couple avec une fille qui a fait sa maîtrise sur ce sujet-là. Ça part d'une volonté de contrôle. Exact, c'est pas une affaire de je veux être mince ou je veux être... C'est un contrôle de soi, exact. C'est un contrôle de son image, mais de sa tête, de ce que t'es. Et elle, dans sa maîtrise, ce qu'elle réfutait, c'était la définition dans le DSM-5 de l'anorexie. Parce que elle, sa vision, c'est que c'était un peu un guide de comment l'être sans que ça paraisse. Ah ouais? Ouais, c'est que il y avait des affaires de être sous-alimenté, puis ça parlait quasiment à quel poids faut pas que je comprends. C'était très technique, là, mettons. C'est ça, exactement. Puis, ah ouais, ok, c'est intéressant, mon Dieu. Puis elle se disait, l'anorexie commence quand c'est un contrôle sur la nourriture. Une obsession une aussi. Obsession sur la nourriture, mais c'est une définition très vaste, je me souviens plus exactement, puis je veux pas mal mais tu sais, là, on parle d'anorexie, mais il y a aussi l'hyperphagie, la boulimie, il y en a de plus en plus là, qui rentrent dans le DSM, ça, le livre. DSM-5, DSM-5. Fait que, puis c'est des troubles qui s'adaptent aussi à l'époque. Tu sais, comme, je veux dire, les gens à l'époque, mettons de Marilyn Monroe, il n'y avait pas l'affaire de la maigreur, mais il y avait d'autres types. Là, c'est ça. C'était des bustes des bustes énormes, des fesses très amples, mais des tailles. C'est ça, mais là on parle de standards de beauté, mais j'imagine que les troubles alimentaires étaient différents aussi, donc à ce moment-là, là maintenant il y a aussi comme les gens qui veulent être musclés, l'obsession des calories, l'obsession de... Fait que bref, on s'en sort pas. En plus avec la pandémie, comme tu dis, par rapport au contrôle, la pandémie, ça vraiment beaucoup nuit aux gens qui avaient des troubles alimentaires. Ça a créé des troubles alimentaires parce que les gens avaient rien à faire. Puis scrollaient Instagram. Puis c'est ça. Je pense que de perdre le contrôle aussi sur sa vie en pandémie, puis d'être isolé, puis d'être... en fait, bref. On y revient toujours. Hein, c'est souvent le corps des femmes. Oui, les hommes en souffrent aussi, là, des troubles alimentaires, mais c'est beaucoup les femmes. Puis il y a peut-être un lien à faire avec... cette oppression qu'on vit de nos corps. Je reviens un peu à 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Une scène qui m'avait perturbé, marqué, j'y repense encore, c'est quand elle fait son avortement, puis il faut qu'elle sorte de la clinique avec le fœtus. En fait, elle n'est pas dans une clinique, la pauvre, elle est dans une chambre d'hôtel, Oui, c'est ça. Ma mémoire a fait défaut. C'est quelle séquence de ce film-là qui t'a marqué? Mon Dieu, t'en as parlé, j'ai quasiment eu un haut le cœur. C'est vraiment un moment horrible. Moi, en fait, la scène qui m'a le plus marquée, c'est quand... parce qu'elles sont 2 filles, il y en a une qui se fait avorter, puis l'autre, c'est son amie. Elle gère, là, tu sais, puis c'est elle qui l'aide, puis c'est elle qui trouve le gars pour l'avorter, puis tout ça. Puis pendant que le processus d'avortement est enclenché, là, c'est comme une pompe avec des... Tu sais, c'est complètement horrible. Un peu comme dans Revolutionary Road.
C'est le Que même... j'ai pas vu non plus. OK. Bon, en tout cas, il y a une scène aussi C'est avec Tom Hanks, ça? Non, c'est Kate Winslet puis Kate Winslet, Leonardo oui, je me mélange avec un autre film qui est pas du tout ça. Toi, je sais de quoi tu parles avec le Road chapeau to melon. Perdition. Ouais, exact. Non, c'est pas Bon, ça. ben voilà. Fait que bref, pendant qu'elle est en train de se faire avorter, puis là, le médecin il dit checkez-la, si elle perd connaissance, mettez-lui de l'eau dans le visage, puis dans le, tu sais, mais ne l'amenez surtout pas à l'hôpital parce que là, c'est prison pour vous, prison pour moi, puis prison pour tout le monde. Mais là, son amie, la fille qui est là pour l'accompagner, faut qu'elle aille au souper de fête de la mère de son chum. Parce que sinon, ça paraît mal. Ouais. Si elle va avoir l'air d'une bonne blonde, faut qu'elle se pointe au souper. Fait qu'elle laisse son amie qui se vide de son sang dans la chambre, puis elle va au souper. Elle prend l'autobus, puis il fait frette, puis il fait noir, puis elle se rend au souper, puis c'est comme un long plan séquence pendant le souper où tu vois qu'elle se demande qu'est-ce qu'elle crisse là, Ah, c'est bad trippant. mais qu'elle a pas le choix parce que son chum, il met full de pression, puis il est vraiment rushant. Puis qu'en plus, faut pas qu'elle dise qu'elle est en train de faire avorter son amie, faut qu'elle soit là, tu sais. Ouais. Sinon, les gens vont la repérer, puis c'est parce tellement... que c'est une question de vie ou de mort, rendu là. C'est une question de vie ou de mort. C'est anxiogène, mon Dieu, c'est anxiogène. Puis c'est tout autour de la table, c'est tous des vieux communistes, puis ils parlent de genre, ah, toi, t'as fait rocket science, puis genre, ah, nanana, puis toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui, mais moi, je voulais être écrivain, mais finalement, je suis... Puis tout, ils parlent, puis tu prends le pouls de cette époque-là, mais tu regardes cette pauvre fille qui est comme prisonnière de cette vie-là. Ouais. Moi, ça m'a traumatisé, cette scène-là. Ouais. Ça, les temps changent, mais ce que tu parles, tu sais, d'être dans le paraître, est-ce que ça a tant changé? J'ai l'impression qu'on est encore un peu là. On a parlé beaucoup de santé mentale dans les dernières années, surtout dans la dernière année, mais c'est pas parce qu'on en parle que ça change. Que ça change. C'est pas parce qu'on en parle que quelqu'un qui va en parler, ça va être accepté. Ouais. On peut pas arriver dans un party de Noël et faire « moi, j'ai fait une dépression cette année et je vais vous en parler. » Ben, je pense que, honnêtement, la COVID a quand même eu ça de bon. Ouais. On fait beaucoup moins de small talk, puis on est comme « Hey, salut, ça va? » Non. Je trouve que les gens sont bien plus honnêtes, puis bien plus prompts à parler de ça. Puis je pense quand même qu'on brise les tabous, tu sais, puis c'est ça pour les troubles alimentaires, c'est ça pour la dépression, puis évidemment, il y a encore des stigmas, puis des tabous, puis des affaires dont on parle pas, mais je pense quand même que ça s'améliore, là. Tu sais, je veux dire, il y a 20 ans, quelqu'un qui était bipolaire, c'était à l'asile, là, tu sais, je veux dire. Quasiment, ouais. Dans les années 20, une femme qui faisait une dépression ou qui était bipolaire se fait, ben je veux dire, je parle de Marilyn Monroe, mais je pense à Zelda Fitzgerald. Alice Robbie. C'est exact. Dans les années 50, c'est des chocs à la tête, puis c'est une... ben oui, c'est les électrochocs. Les électrochocs, puis on lui enlève un bout de cerveau. On la lobotomise. On la lobotomise, j'ai ri, mais c'est pas drôle, c'est juste... Non, mais c'est un rire c'est tellement absurde. Mais c'est ça, puis ça fait pas si longtemps. Fait que oui, je pense qu'on a quand même évolué, puis qu'on a fait du progrès. Énormément. Ouais. Puis pour vrai, je pense que la pandémie a eu ça de bon, ben, alors que ça a créé du malheur, là, évidemment, puis des troubles mentaux, puis des dépressions, puis de la détresse. Ouais. Mais je pense quand même qu'on en parle. Puis je pense que c'est ça, si on en parle, ben, ça va déjà mieux aller. Puis les gens vont se sentir moins seuls. Dernière question en lien avec tout ce dont on parle en ce moment, puis après ça va peut-être devenir un peu plus léger à voir. On parle quand même de fin du monde après. Mon sujet préféré. Sujet très funné bonnet. On va parler de la fin du monde dans quelques minutes. La gang. Il y a le colonialisme, l'avortement et la fin du monde. Merci. Je veux savoir, aujourd'hui, en 2021, en tant qu'actrice, c'est quoi les... Je sais pas si le mot oppression est trop teinté ou trop lourd. Mais qu'est-ce qui est difficile d'exercer ton métier aujourd'hui? D'exercer mon métier? Ben, pas grand-chose, je te dirais. Honnêtement, c'est assez un métier de rêve, là, dans le sens que... Oh, excusez, c'est parce que je suis en miaulé. Oh, il dit j'ai faim. Mais pas à cette heure-ci. Non. Fait que bref, non, je pense pas qu'il y ait quelque chose de dur dans mon métier. Tu sais, mettons, je pourrais te dire... évidemment, là, je veux dire, c'est pas tout rose, puis c'est pas... mais je pense qu'il faut quand même prendre... Tu sais... Je dirais que l'affaire la plus poche, je pense que c'est encore l'image des... Tu sais, je ramène ça plus à l'image des femmes en général, là. L'image corporelle,
vieillir aussi à l'écran. Ouais. C'est quelque chose qui te fait peur? Ben oui, dans le Parce sens que t'as joué longtemps, ben encore aujourd'hui, des rôles... T'as commencé toute jeune, mais j'imagine qu'on t'a casté jusqu'à tout récemment encore comme la fille qui a début vingtaine. Ouais, ou, exact. Le syndrome Watatata, là, t'as 30 ans, tu joues un adolescent. Mais en même temps, tu sais, moi, c'est vrai que j'ai pas l'air j'ai pas l'air tant d'une mère de famille, tu sais, j'ai quand même un look jeune, là. Ouais. Mais t'as-tu hâte de jouer une mère de famille? T'as-tu hâte de... Ben, je l'ai joué dans 5e rang, j'avais une petite fille. Mais c'est dur de jouer avec des enfants. C'est dur. Non, mais en fait, ce qui me fait peur, c'est plus les types de rôles qu'on te propose, tu sais. Parce que, ben, c'est ça. Une fois que tu passes un certain âge, il y a des exceptions, évidemment, là, mais c'est plus dur, je pense, pour une femme de se voir vieillir à l'écran. Puis on est encore là d'essayer de faire que ce soit pas juste la jeunesse qui soit sexy. Puis que... Fait que je pense que c'est un peu Mais tu sais, en même temps, toutes les femmes le vivent, ça. Fait que moi, c'est plus genre, dans mon métier, peut-être que je serais moins utile à un certain moment, mais tu sais quoi, je ferais du doublage, puis je m'écrirais des rôles, puis honnêtement, c'est pas... c'est pas quelque chose que je trouve là, dramatique. Dans le sens, oui, c'est plate, là, puis... Mais je sais pas comment dire. Tu sais, on parle d'affaires tellement graves depuis tantôt que je suis comme... de ramener ça à... C'est quoi? C'est pas bien grave, dans le fond. Si les femmes sont payées moins cher que les hommes. Tu sais, comme... Wow! Non, mais tu sais, genre, ce genre d'affaires-là, je suis comme, oui, c'est plate, puis il faut que ça change, puis je veux vieillir à l'écran, là, comme... Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu l'as dit, il y a le doublage qui a l'air beaucoup plus démocratique. Ben, au niveau des rôles, au niveau de... Mais encore là, pas tant que ça, parce que on double les femmes de notre âge. Fait qu'éventuellement, ben, c'est la même chose aux States. Maintenant, les femmes, ils jouent plus. Effectivement, ouais, c'est vrai. C'est ça. Hey, j'aurais une ferme en Nouvelle-Zélande, je m'en calisse, là. Let's go. Une ferme d'alpaca, une ferme de peu importe quoi. Ah oui. Oui, s'il vous plaît. Allons-y avec la fin du monde. Rentrons dans ce. Oui, mais une belle fin du monde. Une belle fin du monde. Oui. Avant qu'on explose, film de 2018 de Rémi Saint-Michel, écrit par Éric Kaboulian, qui se passe dans sa région de Baie-Saint-Paul, avec, j'ai l'impression que c'est toutes des personnes qui sont tes amis ou des gens que tu connais très bien. Étienne Gallois, Rosemary Perrault, Brigitte Poupard, Antoine-Olivier Pilon, William Monette, Madani Tal et vraiment une de tes meilleures amies, Juliane Côté. Oui, et Étienne Gallois. Étienne Gallois qui a la meilleure face, excuse-moi Étienne, mais t'as la meilleure face de loser que j'ai vue là. Mais dans le bon sens du terme. Oui, il a l'air de Napoléon dynamique. Moi, un de mes coups de cœur, c'est Prank. Moi aussi. En fait, pour vrai, j'ai hésité à nommer entre Prank et Avant qu'on explose. Mais j'étais comme, Avant qu'on explose, c'est plus récent. Puis... Mais Prank, moi aussi, c'est... Ah ouais, j'adore ce film-là. C'est... Le jour où je ferai mon épisode, où je serai mon invité, j'ai déjà prévu parler de Prank. Et ce film-là encapsule tellement mon adolescence. Tu vois, hier, je jouais au baseball avec Kamala, qui est un ami, là, avec qui je joue dans Farador, puis Vincent Biron. Je capotais. J'étais avec deux de mes idoles. Ah ouais. Je les adore. Mais ouais, fait que c'est ça. Je suis bien fan de ces gars-là, mais en fait, c'est parce que je suis fan aussi de Rémi, là, qui a fait Avant qu'on explose, entre autres. Parce que je trouve que c'est tellement un vent de fraîcheur, puis c'est tellement comme... Je les trouve vraiment... c'est satisfaisant, là, voir leur travail. Ça me fait vraiment... Ça me fait du bien, puis je suis comme... parfait, ça existe. Ouais. Ça raconte quoi? Avant qu'on explose, c'est ça, c'est la fin du monde. Avant qu'on explose, ça le dit. Puis c'est combien de temps avant que tu l'as vu plus récemment que moi, hein? Je pense c'est comme il reste quelques jours avant la fin du monde. Ouais, c'est l'horloge de la fin du monde est à minuit moins 2. Je pense que ça se passe en dedans de une semaine et demie, 2 semaines. C'est ça, c'est très court. Là. Puis, en fait, ça raconte... C'est vraiment un coming of age assez classique, là, en quelque sorte. Tu parlais de Superbad tantôt. Oui, ça c'est se ça, rapproche exact. de Superbad. Parce que c'est 3 gars qui veulent vivre des affaires, justement, avant la fin du monde, avec les filles. Ils veulent triper, là, avant que ça explose. Puis, ça a l'air super simple comme prémisse, mais c'est vraiment ponctué, le film, de genre flash de partout dans le monde. Genre, un moment donné, t'es à la Barbade... Puis on parle de Rihanna, puis on attend Rihanna dans un restaurant, puis là, on comprend que ça explose là, puis il y a comme des flashs vraiment quasiment oniriques, là, genre...
Un mariage Un mariage ouais. de deux femmes lesbiennes sur un toit à New York. Ouais, puis ça montre plein de réalités différentes où ces gens-là sont pendant la fin du monde. Ouais. Puis c'est vraiment amusant. Puis je trouve que c'est un film qui est extrêmement bien écrit, qui est touchant, puis qui est beau. Ouais. Parce que c'est beau, Baie-Saint-Paul, en plus. Vraiment. Puis on sent que ça a été écrit justement par un gars qui vient de la région. C'est vraiment très région, là, genre. Ouais. Puis il y a des... Puis ce que j'aime aussi de leur cinéma, ces gars-là, c'est que, oui, c'est une histoire simple, mais dans un contexte extraordinaire, la fin du monde. Mais ils réussissent tout le temps à nous surprendre avec des idées complètement farfelues puis complètement loufoques, tu sais, comme Brigitte Poupard qui a une... Ah mon Dieu, c'est tellement déprimant quand tu vois le fantasme et la réalité. qui est comme... Je veux pas vendre le punch, mais... bon, parce que... Les gars veulent... Dans la prémisse, ça, il y a le personnage de Étienne Gallois. Qui est tellement bon. Il est tellement bon, oui, c'est ça. Mais ça commence, puis il se masturbe, il se pète le frein. À quelques jours de la fin du monde, puis il veut fourrer au moins une fois dans sa vie parce qu'il est vierge. Ben, tu sais... Mais je comprends, mais en même temps, tout le long, je me dis... Hey, ça va tellement y faire mal. Ça sera même pas le fun. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que c'est une quête tellement niaiseuse, tellement vaine. Ouais. Mais bref, à un moment donné, c'est ça, il va... Mais en même temps, à son âge, je le comprends. Mais oui, mais c'est ça. Puis c'est ça aussi, c'est que c'est quand même politically incorrect, genre, comme film de nos jours. C'est très amoral, ce qui se passe dans ce ça. film-là. Mais en même temps, je comprends tout ce qui les amène à faire ça. Puis je pense qu'elle est là, tu sais, la ligne quand les gens disent « On peut plus rien dire, on peut plus faire d'humour, nanana. » Ouais. Oui, tu peux en faire de l'humour quand c'est écrit avec du cœur, puis avec ta tête, puis avec tes tripes. Ouais, parce que ça va loin, ce film-là. Là. Ça va loin, mais tu comprends loin. parce que tu es tellement attaché au personnage, puis que tu comprends ses motivations, puis que tu comprends que c'est un ado, puis qu'il est nono, mais qu'il a un bon fond, puis que... C'est ça, je pense que... Ben, les gars, c'est des bons Jack aussi, le Rémi puis Eric, là, puis ça paraît, c'est des gars sensibles, c'est des gars humains, puis... Dans ce cadre-là, je pense que la comédie, ben ça passe bien, tu sais. Il n'y a rien que tu fais comme « Ah, hey, ça, là, c'est de mauvais goût. » Ben là, peut-être qu'il y a du monde qui trouve certaines blagues de mauvais goût, mais c'est jamais fait avec une intention de dénigrer qui que ce soit aussi. C'est ça. Puis il y a toujours quelqu'un qui rappelle à quel point, surtout Étienne Gallois dans le film, à quel point ils sont losers, surtout la sœur. Oui, exact. Maud, Juliane Côté qui est tellement bonne dans ce film-là, mon Dieu. Oui, c'est ça. Mais le fun, sa persona est le fun à avoir, peu importe le film. Exact. Tu sais, j'ai dit Prank, mais un de mes coups de cœur pourrait être Tudor Nicole. Oui. Ce film-là, je prends Prank parce que je me reconnais plus dans les personnages, parce que j'ai été cet adolescent-là. Mais c'est vrai que Prank puis Tudor Nicole, moi, c'est un mélange de mon adolescence. Genre, tu t'emmerdes le 3/4 du temps, puis t'as rien à faire, puis t'es comme, c'est plate, puis le reste du temps, ben, tu fais des niaiseries, tu lances des œufs sur des maisons, puis genre, tu crées des poubelles en feu, tu sais. C'est ça, l'adolescence. Il y a cette folie-là dans le film. C'est quoi, l'orchestre de l'homme orchestre, l'orchestre... une espèce de gros camion qui a la sortie de Mad Max, Fury Road... C'est ça, je te dis qu'il y a des moments magiques, comme de oniriques, un peu quasiment. Puis... Mais tu sais, tu vois, les univers de Kamala puis de Stéphane Lafleur sont quand même, tu sais, sont pas loin l'un de l'autre. Puis là, tu vois, ils font un film ensemble. Oui, c'est vrai. Ils ont écrit un film ensemble qui va être fait bientôt. Puis je suis vraiment, vraiment hâte de voir ça parce que pour moi, ça a tellement de sens. Ouais. Stéphane Lafleur qui sort un film, c'est un événement pour moi. Là. Ben oui. Parce qu'il en fait pas assez. Non, exact. Il devrait avoir son film aux 2 ans au cinéma. Ah, c'est ça. Puis c'est pas qu'il veut pas, là. Non, j'en doute pas une seconde, là, mais je comme... Mais j'aime, par exemple, les gens qui crient lentement puis qui prennent leur temps, tu sais. Ouais. Comme pas sortir un film aux 30 secondes non plus, puis... Ouais. Bon, les deux se peuvent, là, mais je respecte les deux processus. Ouais. La fin du monde, c'est-tu quelque chose qui te fait peur? C'est-tu quelque chose qui t'obsède? Et tu me diras encore là une fois si je me trompe, mais... C'était pas aussi une des prémices de départ du monde de Charlotte, la petite fille qui va chez le psychologue parce qu'elle a peur de la fin du monde. Oh my God! Dans ma tête, dans mes souvenirs, c'est loin, là. Tu sais, ça remonte à il y a 20 ans, mais... Mais ça se peut. C'était beaucoup des angoisses qu'elle avait, justement, très adultes, là, genre. Fait que ça se peut, mais il me semble qu'une fois, c'était la peur de la fin du monde, mais... Ça se peut full. Est-ce que c'est quelque chose qui t'accompagne dans ta vie, cette crainte-là, que tout explose ou qu'on voit pas la fin? Je veux dire, pas voir la fin, ce sera la fin, mais... Oui, ce sera la fin, mais non, parce qu'on dirait que je me suis fait à l'idée tôt. Comme moi, vraiment jeune, justement, comme je te disais, j'étais bien nihiliste puis bien dark, bien emo.
Puis, tu sais, là, j'ai vieilli, puis à un moment donné, je suis comme... Je veux que la planète soit un endroit meilleur, mais je pense que j'ai gardé un peu de cette affaire-là de... Ça fait longtemps, moi, que je le dis. Tu sais, j'avais 20 ans, puis je le dis à mes amis plus vieux, puis je le dis à mes amis plus jeunes, puis des fois, je pleurais, puis j'étais comme... Anyway, la planète est en train d'exploser, puis les gens étaient comme... Tu capotes avec ça? L'éco-anxiété avant le temps. Exact, puis j'étais comme... Non, je pense que vous comprenez pas. Puis c'était même pas C'était même pas écologique, je pense, mon angoisse. C'était... Oui, évidemment, on parlait de ça, mais... C'était plus comme un son de cloche d'ambiance, je sais pas, honnêtement. Mais oui, c'était peut-être de l'éco-anxiété à l'époque, mais... Fait que bref, je pense que ça, c'est quelque chose qui me traverse beaucoup, puis qui me... Cela dit, je pense que je suis comme en paix avec ça aujourd'hui. Puis je sais que c'est plate, puis je sais qu'il y a bien du monde qui... Tu sais, les gens... J'ai bien des amis qui ont des enfants, puis qui sont comme, on peut pas penser comme ça, on peut pas penser comme ça. Je suis comme, ben, fais plus d'abord. Ouais. Fais plus. Dans le sens que, moi, mettons, je mange plus de viande, j'ai pas de char, je recycle, je composte, je fais ce que je peux, là. Mais là, j'ai quand même le droit de dire que c'est la fin du monde. Parce que je veux dire, je peux pas faire plus. Mais je peux sûrement faire plus. Je peux sûrement devenir Greta Thunberg. Mais je veux dire, j'ai plus l'énergie. Puis je veux dire, à un moment donné aussi, c'est à force de voir le monde autour qui se force pas le cul puis qui sont juste comme je vais planter des arbres, genre 10 arbres pour rembourser mon empreinte carbone. Je suis comme oui, c'est super. On va pas commencer à shamer le monde qui font des affaires de même, mais c'est pas assez. Puis à un moment donné, c'est plus aux individus de faire des choses aussi. Non, c'est ça. C'est plus ça. Si je clique 20 fois sur cette page-là, une compagnie quelque part va planter un arbre. Ouais, mais tu sais, que cette compagnie-là, d'abord, elle plante les arbres, puis que j'ai... Tu sais, c'est comme... Un moment donné, je trouve que c'est rendu ridicule, puis on commercialise, on greenwash. Tu sais, le greenwashing, dans le sens, on commercialise la fin du monde. C'est une affaire la plus, genre... Tu sais, en tout cas, c'est ça. Fait que je suis juste comme... Ah, ben ouais, c'est la fin du monde, qu'est-ce que tu veux? Ouais. On est dans un univers qui tourne, quand on l'a dit, autour de l'adolescence, je trouve ça phénoménal quand même depuis. Je le répète souvent, dès que quelqu'un me parle d'un film québécois qui met en vedette des jeunes, on a parlé d'À l'Ouest de Pluton un moment donné avec Félix Bédéfossé. Mon Dieu, c'est bon, À l'Ouest de Pluton. C'est vraiment bon. Ça c'est en plein mon adolescence aussi. C'est bon, là. La façon que les jeunes parlent, c'est extraordinaire. C'est des ados, c'est des vrais ados. Yves Pelletier m'avait parlé de Jeune Juliette, qui est aussi super le fun, que j'adore. C'est vraiment le fun à regarder. Robin Aubert là-dedans. Robin Aubert. Je veux dire, c'est ça. Juste à dire son nom, tout le monde comme oui, mais. Ouais, Robin Aubert. Mais il fait le papa parfait avec tous ses défauts, puis il est pas sombre, tu sais, c'est Robin Aubert de. Il y a une scène super cute où est-ce que Juliette a foxé ses cours. Puis c'est son frère qui fait le cover-up là, pour tout ça. Puis là, il regarde. Toi, t'as foxé l'école, puis toi, tu dis non. C'est comme, comment tu le sais? Je suis votre père, je sais tout. Je suis comme, ouais, c'est exactement ça. Charmant. À un moment donné, il a un peu bu, puis il va se coucher à côté de sa fille. Puis c'est juste, il y a une passe un peu plus rough, mais c'est pas violent, c'est juste. C'est doux. Ah, gars, ce soir-là, là, il a pris une bière de trop, puis c'est tout. Ouais. C'est correct, tu sais. Puis la comédienne qui joue Juliette est juste hallucinante dans son rôle. Mais c'est ça, je suis toujours content quand des gens choisissent des films qui parlent d'adolescence parce que je trouve que c'est un thème qui a longtemps été délaissé au cinéma québécois. Ouais, vraiment. Puis on commence à voir des jeunes dans le cinéma québécois. Il y a Mathias et Maxime dans lequel tu as vu. Bon, c'est plus la trentaine. Jeune adulte. En fait, ça, oui, Mathias et Maxime, c'est encore plus une tranche d'oubliés. C'est genre fin vingtaine, début trentaine. On dirait que c'est comme il n'y a rien de sexy là-dedans. Là. Mais Xavier Dolan a fait plein de films. Lui aussi a contribué à ramener des jeunes à l'écran, que ce soit avec Mommy, que ce soit... C'est ça. J'ai tué ma mère, tout ça. C'est des jeunes qui sont à l'écran. C'est le fun à voir. Ça m'amène à la question, quel genre d'adolescence? Tu l'as effleuré un peu tantôt, mais je veux dire, tu viens de Terrebonne, on est au nord de Montréal. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Terrebonne quand t'as entre 16 et 20 ans? Moi, tu vois, j'ai déménagé à Montréal quand j'avais 18. Je me suis acheté un condo à 18 ans parce que j'étais comme... C'est ça, parce que t'as l'argent. Parce que j'avais l'argent, mais aussi parce que mes parents venaient de se séparer. Puis là, tu sais, une semaine sur deux à 18 ans, j'étais comme, c'est quoi? Laisse faire. Puis que j'avais hâte de vivre, tu sais. En fait, c'est que je travaille à Montréal depuis que j'ai 4 ans. Puis j'ai pas de permis de conduire, ce qui est vraiment une abomination quand t'es en région, là, tu sais. Fait que prendre l'autobus à m'amener la 1, la 25, puis 4 mètres, tu sais. En tout cas, fait que bref. Mais j'ai passé beaucoup plus de temps à Laval, parce que j'allais à l'école à Laval. OK. Fait que ce que je faisais, c'était vraiment, là, genre, foxer ma 4e période, alors que j'allais jamais à l'école déjà à cause des tournages, mais
On dirait que t'es obligé quand t'es ado de foxer, tu sais, si tu veux être dans la guerre. Ouais, Fait que foxer ma 4e période pour aller au Carrefour Laval, magasiner au Carrefour Laval, aller au cinéma à côté du Carrefour Laval après, fumer du pot, fumer du hash, lancer des œufs sur des maisons. C'est ça, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça que je faisais, dans le sens que c'était assez tranquille, tu sais, j'étais pas sur la grosse dérape, là, parce que évidemment je travaillais, tu sais. Ouais. Fait que les moments où j'étais avec mes amis, ben je faisais comme tous les adolescents, là, j'essayais des affaires, puis je jouais à la bouteille, puis je dansais dans le sous-sol, puis... Fait que très, très, très classique comme adolescence, là. Vraiment, on ne peut plus classique. Ouais. Puis d'être un enfant qui est un enfant vedette, un enfant connu, ça fait quoi à l'école? C'est quoi le regard des autres? L'as-tu déjà ressenti? L'as-tu déjà perçu? Ben, je pense que oui, d'une certaine manière, mais moi, tôt dans ma vie, j'ai appris à oublier le regard des gens. OK. Comme à oublier cette affaire-là de, tu sais, évidemment, quand quelqu'un vient me dire, genre, bravo, je suis contente, puis c'est pour ça qu'on le fait, là. On veut que les gens, ils regardent nos petites phrases, là, puis nos petites affaires. Mais, tu sais, quand t'es jeune, puis t'es avec ta mère au centre d'achat, puis que là, il y a un groupe d'enfants ou d'ados qui se mettent à crier parce qu'ils t'ont vu, puis que là, ils te suivent de magasin en magasin, puis... Je me rappelle, quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment capoté. Je trouvais pas ça trippant, mettons. Ouais. Fait que rapidement, j'ai appris à juste comme oublier ce regard-là. Puis au secondaire, ben même chose, moi j'ai fait l'école à la maison en secondaire 1. Fait que quand j'étais arrivée en secondaire 2, je m'habillais comme Avril Lavigne. Puis j'étais un peu genre... J'étais homeschooled, là, fait que depuis 2 ans. Fait que tu sais, j'étais un peu comme dans mon petit monde. Puis... Fait que je pense que j'étais un peu weird parce que j'avais un sac à roulettes. Tu sais, j'étais vraiment genre... J'étais weird. Ouais. Fait que je pense que les gens avaient plus un regard de OK, fucking weird que c'est la fille à la télé. Mais encore une fois, je pense que si tu l'entretiens pas, cette affaire-là, il existe pas. Ouais. Ils pourront pas t'attaquer là-dessus. Ben, ou même pas m'attaquer, ou même juste, tu sais, quand je sentais que c'était comme les gens qui veulent être. Des fois, mes amis me disaient genre elle veut être ton amie juste parce que t'es connue. Puis ça me faisait tellement de peine, là. Moi, ça me faisait vraiment beaucoup de peine. C'est pas une affaire de genre. De me faire écœurer. Je me suis jamais fait écœurer par rapport à ça parce que justement, j'étais low profile puis j'étais pas comme fait que moi, dans mon émission, comme je voulais me faire oublier, tu sais. Fait qu'à la limite, c'était le contraire quand quelqu'un était fin avec moi parce que... En fait, à un moment donné, j'ai voulu arrêter de faire ce métier-là à cause de ça. OK. Parce que quand on commençait à être ado puis que, ben, plus jeune adulte, mettons 17-18 ans, puis que j'allais dans les bars, puis que là, les filles disaient comme mais lui, il te parlait juste parce que t'es connu, tu sais, ou parce que t'es à la télé. Il t'a payé un verre juste parce que t'es à la télé. Puis j'étais comme, OK, fait que moi, mettons, ma personnalité, c'est d'être à la télé. Je suis pas belle, je suis pas fine, je suis pas drôle, je suis juste à la télé. Fait qu'à un moment donné, ça, j'étais comme, t'es une vedette. Ouais, je pense que ça me tente pas, ça. Ouais. Puis tu sais, souvent, quand mettons, j'entends que quelqu'un est bête ou veut pas signer d'autographe ou veut pas prendre de photos avec le monde, je suis comme, ben là, buddy, tu sais, c'est ton métier un moment donné aussi, là. Fait que je veux pas dire, non, c'est horrible, la reconnaissance du public. C'est plus une affaire de... Tu veux pas être juste ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Génial. Je reviens un peu avec cette question depuis le début, mais un moment marquant de avant qu'on explose pour toi, c'est quoi? Ben moi, c'est le moment, je pense, quand Juliane, elle engueule Étienne Gallois. On dira pas pourquoi, non, mais... c'est ça. Il a fait une connerie. C'est quasiment criminel. Ben, c'est criminel. C'est criminel, ouais. Il fait quelque chose de criminel. Il fait quelque chose de criminel. Mais évidemment, pas par... En tout cas, vous le regarderez, le film. Il fait quelque chose de criminel, puis c'est sa sœur, Juliane Côté, c'est le personnage de la grande sœur, tu sais, qui est tout le temps un peu en train de les checker, puis de surveiller. Ouais. Bon, faites pas un party, là, je suis pas là, je travaille, tu sais. Puis là, il fait cette connerie-là, ce crime. Puis elle l'engueule. Mais tu sens toute l'inquiétude de la grande sœur, puis de l'amour qu'elle a pour lui. Mais moi, c'est parce que Juliane, c'est mon amie, mais c'est aussi, je trouve, la plus grande comédienne de notre génération. Puis je trouve que cette scène-là, puis Étienne, je la trouve malade. Fait que les deux ensemble, je trouve ça tellement... Puis je trouve que c'est un beau moment dans ce film qui est nono, puis qui est... Je trouve ça le fun, moi, quand il y a des moments touchants dans ce genre de film-là, parce que c'est comme un petit... je sais pas. Ça désarçonne, puis tu me diras, mais Juliane Côté, à l'écran, c'est pas la fille qu'on a vu se fâcher beaucoup. Non, en effet, c'est vrai. Non plus. C'est quelqu'un qui est souvent retenue ou qui est souvent plus dans... Dans l'humour. Dans l'humour, elle a un petit côté, elle a vraiment, elle émule quelque chose de Bill Murray, je trouve, dans son jeu. Très... Oh mon Dieu, je vais y dire, c'est tellement hot.
Non, C'est mais vrai? c'est ça, tu sais, très laid-back, très... Très juju, là. c'est ouais, ça, ouais. petit sourcil relevé de... Ah, c'est pas grave. Mais là, de la voir qui se fâche, j'étais comme... Oh mon Dieu, ok, ça C'est a ça, de mais la c'est qu'on a torque, l'impression là. qu'on la connaît en plus, Ouais. tu sais, puis comme tu dis, son personnage, c'est une espèce de, tu sais, persona, genre vraiment relax, puis laid back, fait que de la voir être dans cet état-là, ouais, moi, en tout cas, c'est peut-être parce que c'est mon ami aussi, mais que de la voir aussi émue puis émotive, ça m'a touchée, mais je trouve que c'est vraiment une bonne scène, Ouais. puis que c'est bien réalisé, puis que c'est bien hot. Moi, Ouais. c'est ma scène marquante. Là-dessus, on va faire une petite pause. Oui. Au retour, tu nous dis pourquoi t'as pas trippé à faire le road trip teinté de bons sentiments et de racisme de Green Book. Et on reste dans une thématique de fin du monde, encore une fois, avec ton vrai film préféré, Oui. qui est Titanic. Oui. À tout de suite. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille, tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, je tiens à remercier les personnes suivantes. Christopher Prudhomme, Daria Desjardins, David Saint-Pierre, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, John Vanasse, Jonathan Gauthier, Lucie, Noémie Bellefleur, tout simplement Joe, ainsi que Eric Biron. Pour vous abonner, www.com/on jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. De retour en jase de film avec mon invité Catherine Brunet, avec qui, en première partie d'émission, on a parlé des films Bacurau, 4 mois, 3 semaines, 2 jours. Et avant qu'on explose, maintenant, allons vers ton film détesté, J'ai vraiment l'impression que tu l'as détesté, c'est pas juste une déception. C'est Green Book, un film de 2018 de Peter Farrelly, à qui on doit La Cloche et l'Idiot, je tiens à le préciser. ouais. Ouais, c'est le réalisateur de La Cloche et l'Idiot, de Wow. Stock on You, puis toutes les comédies loufoques fin 90, début 2000. Ok. Ça vient de lui, ce qui explique peut-être un peu certains Oui. choix dans Green Book. Ça met en vedette Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco. Ça raconte quoi, ce Écoute, Green Book? Ça raconte l'histoire, là. C'est une histoire vraie, Mhm. en fait. Mahershala Ali qui joue un... Qui est très bon acteur, d'ailleurs. Mais qui est excellent, là. En fait, les deux acteurs, Viggo Mortensen et lui, sont extraordinaires. Fait que j'avais hâte de voir le film, qui est très mauvais. Fait que, bref, lui, c'est un pianiste reconnu, tout ça. Puis là, il fait une tournée aux États-Unis. Puis il demande à ce gars, qui est Viggo Mortensen, qui joue comme un Italien, un bouncer italien très fort, là, puis qui utilise ses gros bras, puis tout ça. Puis il finit par devenir chauffeur de Mahershala Ali pour le protéger, en fait, parce qu'il fait une tournée dans le sud des États-Unis où il y a beaucoup de racisme. Le film pourrait se passer aujourd'hui, j'ai l'impression. Oui, en fait, je sais même plus à quelle époque ça se passe, mais... Je pense que c'est les années 60, 70 peut-être. OK, ouais, 70, je pense que ça se peut. Ok. Mais tu vois, c'est un film qui aurait dû sortir aussi dans les années 80, 90, Mhm. dans le sens que la prémisse est intéressante, là, ce que je raconte, c'est pas de la merde, là, tu sais. Puis le problème avec Green Book, c'est que c'est vraiment écrit comme... en fait, c'est qu'il y a tellement de problèmes dans ce film-là, je peux même pas comme... on était à Hawaï avec mon chum, puis on était comme, on va aller voir le dernier film avec Viggo Mortensen. Qui a gagné l'Oscar du meilleur film, d'ailleurs. Puis ça a contribué au fait que je l'haïs encore plus. Mm. Parce que, je te dis, moi, dans la vie, j'haïs pas les films. Ouais. Il y a aucun film. Je pense que un des seuls films que j'ai arrêté dans ma vie, c'est Kineta de Yorgos Lanthimos. Ouais. Puis ça. En fait, on a failli sortir 2 fois, puis la deuxième fois, il a fait comme... Mon chum a fait comme, mais non, on reste, là, c'est pas grave, là, tu sais, mais... En tout cas, tu sais, on voulait sortir, là, tellement c'était insupportable. Parce que, bon, évidemment, le film commence, puis on comprend que Viggo Mortensen est extrêmement raciste. C'est gros, là. C'est très gros, en fait. Il n'y a rien de subtil dans ce film-là, déjà. Puis là, donc, on voit où ça s'en va, là, déjà. Là. Le chauffeur raciste qui conduit un homme noir. Oui. Comment tu penses que ça finit? C'est comme Driving Miss Daisy, mais à l'envers. Exact, mais je suis comme... C'est plus en tout cas,
Évidemment, ça finit que pour elle, je l'avais calé une demi-heure à l'avance. J'étais comme, il va se pointer au souper de Noël de la famille italienne. Il y aura un long silence et ensuite, ils vont l'accepter, même s'il est noir. Tu sais, comme... Mais c'est la magie de Noël. C'est la magie de Noël. Mais tu sais, c'est comme, les personnages font une évolution qui est pas logique parce que le personnage de Viggo Mortensen, c'est comme lui, c'est son film, c'est son show, il est là, il parle. Mashallah Ali, il est super discret. Son personnage, on le découvre pas, en fait. On lui donne pas de temps écran. À un moment donné, on apprend qu'il est gay parce qu'il se fait pogner avec un gars. Puis là, c'est Viggo Mortensen qui va le sauver, évidemment. Mais tu sais, on a beaucoup parlé de cette affaire-là, là, qui est le white saviorism. Ouais. Puis ça, c'est, mettons, tu veux montrer c'est quoi du white saviorism? C'est ça. C'est Green Book. C'est Green Book. Puis même, on pousse l'audace jusqu'à nous dire que les Italiens aussi sont victimes de racisme. Tu sais, genre, mais moi aussi, je vis le racisme. Il y a des jokes de poulet frit OK. dans le film. Ce qui pourrait peut-être passer dans un Dumb and Dumber à la rigueur. Ben, en disant à un homme noir, Non, genre, c'est sûr, ah c'est oui, sûr. toi, t'as pas pris le poulet frit. Mhm. Tu sais, je suis comme, oui, on veut montrer que le gars est raciste puis ignorant, mais je veux dire, à la façon d'une comédie grotesque, c'est ça. Ouais. C'est qu'on se prend au sérieux dans un film qui veut dénoncer quelque chose, mais en bout de ligne, on comprend pas comment il a évolué, ce gars-là, le personnage de Viggo Mortensen, parce que c'est juste lui qui parle tout le long, puis qui sauve Mashallah Ali. À la fin du film, là, je m'en crisse de révéler des punchs, à la fin du film, Mashallah Ali va jouer dans un concert là, dans un club de golf, je pense, là, de riches, whatever. De riches hommes blancs des années Ouais. 60-70. Puis là, il y a quelqu'un qui dit ah, ben non, mais vous, monsieur, vous pouvez pas rentrer, c'est juste Viggo Mortensen qui peut rentrer. Ouais. Et il vit du racisme, encore une fois, c'est juste ça. Puis à chaque fois, c'est Viggo Mortensen qui fait comme non, il est avec moi, ce n'est pas correct d'être raciste. Puis là, Mahershala Ali, il se tourne vers Viggo Mortensen, puis il fait comme ben là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue quand même ou je joue pas quand même? Puis Viggo, il est comme bon, oui, on y va. Ouais. Mais c'est comme, mais voyons, lui, c'est un sauveur, lui, ou quoi? Ouais, Là, c'est dans ça, le sens, c'est ça. c'est juste lui. Là. Ah, excusez, là, je m'emporte, parce que ça m'a vraiment mis en crise, ce film-là. Puis ça m'a mis en crise que ça gagne l'Oscar, parce que j'étais comme. Ben, d'ailleurs, c'est qui s'est levé de la salle? C'est Spike Lee. C'est Spike Lee, ouais. Qui avait fait un film. Qui a fait qui était Black Klansman. Black Klansman, qui est un film extraordinaire. Ce film-là m'a fait fondre en larmes les 5 dernières minutes parce que là, c'est la réalité. Mais c'est fou, c'est fucking bon, puis ça dénonce des vraies affaires, puis c'est bon pour vrai, tu sais. Ouais, on parle du vrai racisme. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire d'un homme noir qui arrive à infiltrer le Ku Klux Klan dans les années 70, encore une fois. Il y a quelqu'un qui peut envoyer, qui va se faire passer pour lui. Il y a un homme blanc qui peut envoyer, qui va se faire passer pour lui. Mais le cerveau de l'opération, le policier en chef, c'est tout... qui est joué par le fils de Denzel Washington. Son nom m'échappe. David Washington. David... Il est super bon aussi. Mais... Fait que bref, Spike Lee, quand Green Book a gagné, il s'est levé dans la salle aux Oscars. Ouais. Puis il a crié genre « What a joke » ou je sais pas quoi, mais avec fucking raison. Oui. Genre, c'était vraiment frustrant. On n'est plus, j'ai l'impression, à une époque où est-ce qu'il faut... Oui, il faut toujours dénoncer le racisme sur le plan individuel, mais on est plus rendu à le voir dans le spectre social. Mais c'est que moi, je m'en fous que ce gros bigot-là, genre italien, il change d'avis puis qu'il devienne plus raciste. Oh, genre slow clap, un homme blanc qui est plus raciste. Parce que ton oncle, que soudainement, il y a un voisin noir puis il finit par l'accepter, ok, bravo, mais ça n'empêche pas... Mais ça change rien. Ça enlève pas le racisme apporte? systémique, ça enlève pas tout le reste de la société qui a ses réflexes racistes. Puis tu sais, je dis ça, puis on dit ça, mais peut-être que quelque part dans le sud des États-Unis, ça a changé une mentalité. Tu sais, après, je sais pas, là... Je dis pas que c'est un film qui est nuisible, là, quand même, mais qu'il y a beaucoup d'angles morts. Certainement pas avancer quoi que ce soit, j'ai l'impression. Puis ça se présente comme ça. C'est ça que j'ai trouvé vraiment embêtant. Puis c'était... En plus de tout ça, c'est un film qui est extrêmement laid. C'est extrêmement laid, c'est pas beau, c'est mal shooté, c'est plate. Ouais. En plus. Ça a été quoi, toi, dans ta vie, tes réalisations où tu as eu Est-ce qu'il y a des moments où tu as fait « Oh, j'avais un angle mort là-dessus » ou ça, il a fallu qu'on m'éduque un peu sur cet aspect-là? Ah, bien sûr, ben mon Dieu, tellement. C'est un apprentissage constant, là. On est toujours en train d'apprendre. Encore aujourd'hui, toujours
remarquer tu sais, à un moment donné, c'est que tu finis par remarquer tes propres réflexes, mais y a-tu des moments dans ta vie oui, où on t'a fait remarquer hey, telle affaire, c'est peut-être pas la meilleure affaire, que ce soit pour les questions LGBTQ, que ce soit pour les questions... jamais quelqu'un m'a fait de... Dans le sens que... Tu sais, comme j'ai été bien élevée, dans le sens que on m'a éduquée aussi à l'autre, à la je veux pas dire la différence, mais dans le sens que même si je viens de Terrebonne, tu sais, j'étais sur des plateaux de tournage, fait que je croisais des gens gays déjà dès le plus jeune âge, tu sais, parce qu'on s'entend que les gens qui sont racistes ou homophobes, ou c'est des gens qui ont peur, en fait, qui sont dans l'inconnu, tu sais. Ouais, c'est beaucoup de l'ignorance, ça part de l'ignorance. C'est de l'ignorance, puis évidemment, moi aussi, puis il y a beaucoup de... Je parlais avec Fabrice Ville, j'ai animé un truc qui s'appelait Les Suppléants pendant la pandémie, puis on a reçu notre seul invité, c'était Fabrice Ville, après l'affaire de George Floyd, parce qu'on trouvait que c'était important d'en parler. Puis Fabrice, il est tellement éloquent, puis on a beaucoup parlé de biais inconscients. Puis je pense en fait, ça serait... Je pense à une entrevue, à Tout le monde en parle récemment, où quelqu'un s'est fait poser la question « Es-tu raciste? » Oui, on la nommera pas, mais elle avait 2 chanteuses préférées qui étaient... Bon, puis elle a fait des commentaires extrêmement racistes, puis elle s'est fait poser la question à Tout le monde en parle « Es-tu raciste? » Puis elle a tout de suite dit « Non, non, je suis pas raciste. » Puis déjà, ça pour moi, c'est un manque c'est un manque d'ouverture sur ton propre manque d'ouverture. Dans le sens que on a tous des... Là, je parle de racisme, mais on peut parler je veux dire, d'homophobie, encore une fois, de sexisme. Même moi, j'ai du sexisme internalisé, là. Ça a été long avant que je le réalise. Puis cette année, à la Journée de la femme, j'ai écrit un post parce que j'avais besoin d'en parler de cette affaire-là. Tu sais, j'ai tout le temps été fière de dire « Je suis one of the boys », puis moi, je me tiens pas avec des filles. Puis genre... Puis ça, c'est du sexisme internalisé, tu sais. Puis j'en ai, moi. Fait que de dire non, je suis pas raciste, non, j'ai jamais eu de billets, non, j'ai jamais eu de... C'est faux parce que là, donc, tu veux pas voir tes petites bébites, là. Fait que oui, évidemment, j'ai déjà eu des billets probablement racistes, homophobes. Puis j'ai écouté un podcast qui s'appelle Invisibilia, qui parle de justement l'invisible, donc la pensée, puis c'est bien... c'est ça, c'est là-dessus. Puis... il racontait l'histoire d'un homme qui regardait l'autre bord de la rue, puis il y avait une femme qui allait à l'arrêt d'autobus, puis derrière elle, il y avait un homme noir. Puis il s'est dit « Ah, je vais comme garder l'œil ouvert. » Au cas où. Puis l'homme dans le podcast, tout de suite après, il dit « Moi, ma femme est noire. Puis ma petite fille est métisse. » Puis j'ai quand même eu ce réflexe-là, puis c'est pour ça qu'il a fait, je pense, c'est lui, en tout cas, qui parle des billets, puis de comment les déconstruire. Puis tu peux déconstruire des billets, tu sais, justement, en t'éduquant, en lisant, mais surtout en contrebalançant ta propre pensée, là, en disant, genre, ben voyons donc, qu'est-ce que je viens de penser là? Tu sais, fait en tout cas, je trouve ça bien fascinant, cette affaire-là de billets, puis parce qu'on... Mais il faut qu'on en soit conscient, c'est ça. Faut pas faire comme si ça n'existait pas. Oui, complètement. Petite anecdote de vie, à un moment donné, justement, j'étais dans l'autobus, puis sur Saint-Michel, donc qui va vers Montréal-Nord, où la communauté noire, les communautés noires, j'aime mieux le dire comme ça, parce que il y en a qui viennent de plusieurs endroits dans le monde là-dedans, puis enfin, on comprend ce que j'essaie de patiner en ce moment. Oui. Oui, tu t'en sors bien. Ouais, j'essaie, mais des fois, ça vire vite en sketch de François Pérusse quand je me mets à patiner, puis, mais c'est ça, il est noir, puis... Mais je peux pas dire que... C'est ça, bref. Puis juste d'être dans l'autobus, puis soudainement, il y a plein de personnes noires qui rentrent, puis pendant 2 secondes, je me dis, j'ai un inconfort, puis je suis comme, mais pourquoi j'ai cet inconfort-là? C'est ça, puis c'est faire... vrai. Mais ça, c'est la question, mais d'où ça vient? Puis pourquoi, naturellement, j'ai cet inconfort-là? Parce qu'il se passe rien, là. Il y a personne qui est en danger, il y a personne... Ben, c'est comme les hommes hétérosexuels, souvent avec des manifestations d'amour, mettons, de 2 hommes qui s'embrassent, ou de... Tu sais, mon Dieu, hey, ça, là, c'est pas drôle. Hein? Il y en a du monde, là, qu'il faut... Hey, Ouais, c'est ça. Ça les choque, là. Puis non, mais c'est pas que ça me choque, c'est juste que... Puis tu fais, hey, c'est... Ouais. Par rapport à ça, mon exemple préféré, c'est là, récemment, dans la communauté gay, qui ont annoncé que... Il y a un des Robin dans Batman qui est bisexuel ou qui est queer. Ben, on s'en doutait, il me semble. De toute façon, regarde, depuis Batman 66, ben oui, c'est assez ça, clair, là.
Mais dans les commentaires, c'était beaucoup du hey, je m'en fous avec qui il couche, puis je m'en fous de ces Oui, histoires-là. toi, tu t'en fous, Toi, mon tu t'en chum. C'est ça, mais tu t'en fous-tu quand Batman sort avec Catwoman? C'est ça, exact. Parce que Mais ça, il y a eu ça beaucoup quand le jeune homme là, qui a fait son coming out dans la... Ben, il est pas dans la NHL encore, mais il a été repêché ou... Dans la NFL, peut-être? Non, c'est Ok. au hockey, parce que c'était vraiment un événement. Là. Au hockey, c'est jamais arrivé, là, mais il est pas encore dans la NHL. Ouais. Mais il joue, là, peut-être qu'il va l'être. Fait que bref, il a fait son coming out, puis les commentaires, encore une fois, c'était ça dans le Journal de Montréal, là, puis dans les commentaires en dessous, c'était comme « M'en sac ben moi, mais qui regarde la graine dans la chambre, ha ha ha! » Puis tu fais comme « Ben, c'est tout ça. Ouais. Tout ce que tu viens de dire, mettons. Ouais. C'est ça, pour le ça, c'est pour ça qu'il fait son coming out. Tu comprends? Dans le sens que il fait son coming out pour que maintenant, il n'y ait plus de ces commentaires-là de nono. Toi, tu t'en fous, monsieur. Mais il y a des petits gars qui s'en foutent pas, tu sais. Fait qu'en tout cas. Ouais, cette question-là est plus grande. C'est ça, c'est un niveau social rendu là. Tu sais, on est rendu de là dans notre l'éducation. tête. On n'est pas rendu dans Green Book, là, genre. On est plus loin, là. Exactement. Et ce film-là, je le répète, a été fait en 2018. Donc ça fait 3 ans. C'est pas si loin que ça. Allons-y maintenant avec ton coup de cœur éternel. Tu te l'es fait tatouer sur le corps. Ouais. Titanic. Ouais, je l'ai mis dans le plaisir coupable, mais c'est pas... Je me sens pas mal. Non, mais c'est plus coupable de le regarder aussi trop souvent. C'est plus ça. 1997 de James Cameron, ça met évidemment en vedette les très talentueux Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Billy Zane, Katie Bates, Frances Fisher, Gloria Stewart, qui est la vieille rose. Oui. Oui. J'aime tellement les scènes avec la vieille rose. Je trouve ça magnifique. C'est bon, là. À part la fin alternative, là, qui est dégueulasse. La fin alternative, parle-moi de ça. Je sais même pas c'est quoi. Ben, tu iras sur YouTube puis tu taperas fin alternative Titanic. Il se passe quoi? Ben, non, mais allez le voir, dans le sens que c'est juste de la marde. Donc, le film aurait pu être ruiné comme ça, en un claquement de doigts. Complètement. Okay. Non, ça vaut la peine pour vrai. Okay. Je vous gâche pas la curieux. surprise, c'est trop bon. Non, je suis curieux. T'as découvert ce film-là, je vais même pas te demander de le résumer parce que là... Ben non, là, c'est mané. Embarqué dans le bateau, tout le monde, là. Embarqué dans le train là, du cinéma, là. C'est ça. Personne n'a vu Titanic. T'as vu ça, t'as vu Titanic quand, comment? C'était quoi ta première impression? Mais tu vois, c'est drôle parce que tu me disais c'est quoi les films marquants de mon enfance, puis mais je pense que Titanic, c'est le film qui fait que je fais ce métier-là aujourd'hui. OK. Parce que, pas tant que je me projetais dans les acteurs, mettons, mais plus pour pas le processus, mais tout ce qui entourait aller voir un film. Je pense que c'est un des premiers films dont je me rappelle être allée au cinéma. J'avais genre 7-8 ans. Puis j'étais avec ma mère, puis on se faisait une soirée de filles. Ouais. Mon père était avec mon frère, ma mère était super genrée. Puis, ben, 197. Oui, c'était correct à l'époque d'être la fureur jouait à la télé, puis exact, c'était ça, les gars contre les filles. Bon. Puis nous autres, on avait décidé d'aller au cinéma. Je me rappelle, je te dis, là, je me rappelle, on était allé au cinéma Saint-Eustache. On était allé au Eastside Mario's avant, parce que c'était à côté. J'avais mangé des pleurs de pommes de terre. Je me rappelle ce que j'ai mangé. Parce que quand... C'était comme toute cette excitation-là aussi, puis de s'asseoir dans une salle de cinéma, puis de découvrir cette histoire-là qui est tellement magique, puis qui est tellement bon encore aujourd'hui. C'est un film qui est extrêmement bien vieilli, puis qui est honnêtement excellent. Fait que il y a ça aussi beaucoup dans mon appréciation du film, c'est que c'est la première fois, je pense, que j'ai réalisé à quel point c'était magique, le 7e art. Ouais. Non, mais tu sais, puis de vivre un moment, puis d'être en communion avec des gens, puis d'être avec ma mère, puis après de sortir du cinéma, puis de pleurer avec elle, puis d'en parler, puis de... Pour moi, ça a été... ça a beaucoup changé. Ouais. C'est quelque chose que t'aimerais... T'as fait des séries, t'as joué dans des trucs où ton personnage... tombe amoureuse ou vit un grand amour. J'adore ça. Pour toujours plus un jour, c'est ça exactement. Ouais. Avec Pierre-Luc Funk, c'est un gars qui a le cancer, puis... Ben, il y a une maladie. Une maladie, ouais, c'est ça. Orpheline, là. Ouais, Elle n'a pas de nom, cette maladie-là. Qui fait qu'il va mourir au courant de dans l'année. Exact. Mais de jouer un personnage d'époque, d'être à... peu importe quand dans l'histoire avec les gros costumes, puis tout ça, puis de... J'imagine que c'est ton rêve. Ou un rêve d'actrice que tu caresses. C'est sûr que... Oui. Ben, tu sais, dans le sens que l'époque, c'est sûr que c'est excitant, mais pas à n'importe quel prix. Tu sais, dans le sens que...
je pense que l'époque, ça peut être le fun comme ça peut être pas le fun. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est que oui, je jouerais de l'époque, mais ce qui me ferait plus triper, c'est le projet en général. Là, ne pas commencer à jouer d'une affaire juste parce qu'il y a une robe. Là, mais c'est sûr que, mettons, oui, je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier-là aussi. C'est pour se sentir dépaysé puis se sentir, de vivre d'autres vies que la nôtre, là, genre. Fait que, puis moi, je pense que c'est beaucoup ça, là, l'amour de mon métier. Je pense que c'est une nostalgie weird, là. Ouais. Que... Comment je pourrais le dire? Mettons, moi, quand je marche dans la rue, le soir, dans une autre ville, ou même à Montréal, je regarde à travers la fenêtre chez les gens, puis je vais souvent être nostalgique de pas être là. Comme de pas connaître cette vie-là, puis de pas savoir, puis de jamais... Tu sais, comme ça sent le spaghetti un peu, puis je suis comme, ah ouais, OK, cette famille-là, mettons, ils ont 3 petites filles, puis c'est un couple, puis genre, je serai jamais ces gens-là. Je comprends. Genre, j'habiterai jamais à New York, dans Bushwick, dans un petit appartement crado parce que je vais à l'école là, puis genre, tu sais, il y a tellement d'univers. Coûte trop cher, puis que non, mais puis non, ou même, non, au compte, genre, je me projette jamais dans des affaires que je suis comme, oh my god, les gens riches sont chanceux, comme, c'est plus une affaire de, je connaîtrai jamais ces univers-là. Je sais, ça a l'air fucké, mais en tout cas, je pense pour ça que j'aime mon métier, parce que ça me permet pour le temps d'un moment d'explorer un autre univers. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que les films... Moi, c'est pour ça que, mettons, les Seigneurs des Anneaux puis les univers fantastiques me touchent, je pense, particulièrement parce que c'est encore plus... Tu sais, je veux dire, ça n'existe pas. Fait que là, c'est ça. Puis vivre un tournage à 200 millions, c'est quelque chose que tu aimerais. Une grosse production où est-ce que... Tu sais, on pourrait nommer Marvel, mais un Titanic où il y a un bateau qui coule, puis tu te retrouves dans l'eau, puis... Qu'il y a des gros effets, puis tout ça, c'est quelque chose que tu voudrais. Tout dépend encore, c'est quoi? Ouais. Tu sais, justement, les Marvel, là, moi, j'ai ça, je trouve ça plate. Ben, tu sais, je comprends que c'est divertissant, là, je dis pas, genre, que ça devrait pas exister, mais moi, mettons, c'est pas mon genre. Ouais. Puis ça me parle pas, ça me fait pas triper. Fait que, tu sais, tu dis, mettons, entre ça ou un petit film indépendant avec, genre, Ari Aster. Ouais. Comme, mettons, je vais choisir ça, là, tu sais. Ouais. Fait que, comme, ça dépend, c'est pas une affaire de budget, puis moi, je suis pas attirée par les États-Unis, tu sais, comme, j'ai jamais appris à parler en anglais sans accent, je m'en sac, ça me... C'est pas quelque chose qui m'attire, tu sais, puis je le sais qu'avec l'argent vient aussi les contraintes, puis le manque d'intimité, puis le manque de proximité avec l'équipe, puis de... Moi, je suis bien crafty, là. J'aime ça, les petites affaires qu'on gogosse sur le coin d'une table, puis que... Fait que je sais pas à quel point je serais bien dans une méga production de même. Donc, comme un Stéphane Lafleur dont on parlait tantôt, ben, qui est très crafty. Oui. Peut-être un... Je pense, tu sais, le maître du crafty, c'est quoi? C'est Jean-Michel Gondry. Ben, genre, là, tu sais... Serait... Non, mais travailler avec mes amis aussi, tu sais, Francis Leclerc, ma gang de Passego avec qui j'ai fait tous mes projets télé, puis Xav, puis... Tu sais, comme moi, je pense que ça c'est vraiment ça qui me fait triper plus que... Mais tu sais, évidemment, là, tu me dis, tu fais... Mettons, Pirates des Caraïbes, tu me dis, tu fais ça demain, là, je veux dire... oui, je dis oui, là, tu sais. Ben oui, être sur les gros bateaux, puis avec sûr, des canons, puis... Ben oui. Mais mettons, Ian McKellen, quand il tournait le Hobbit, il a quand même éclaté en sanglots un moment donné parce qu'il était comme... C'est pas ça. C'est pas ça que je voulais faire, moi, jouer sur un green screen avec une balle qui est même pas la vraie réplique, un enfant de dos, puis de... Il était comme, c'est pas ça, moi, mon métier, puis il pleurait, puis j'étais comme, tu sais, moi, je pense que si je serais Ian McKellen dans cette situation-là, je serais comme... Non, je veux être dans la vraie affaire, puis je veux... Mais un truc comme Titanic où ils ont pratiquement recréé le bateau complet. Ça devait être fou, là. C'est rendu immersif, rendu là. Ouais, exact. Ça devait être débile. Jusqu'aux petits détails sur toutes les assiettes, les personnages sont habillés. Pis... Ce que je trouve fou du Titanic, c'est dans le souci du détail, là, mais... Les figurants représentent quelqu'un qui était là. T'sais. Oui, exact. Puis même les musiciens, tu sais, qui à la fin, qui disaient genre, on le fait pour nous, là, on joue juste pour nous. Il existait cette band-là, puis ils ont vraiment fait ça. Puis, tu sais, comme, c'est ça, ils sont vraiment allés dans le. Bien, évidemment, l'histoire de Jack et Rose n'est pas vraie, mais tout le reste, c'est ça qui est cool, c'est que c'est vraiment. Puis, moi, j'aime ce film-là pour tellement de raisons, dans le sens que c'est la bataille des classes. C'est le. Puis, j'écoutais encore une fois je passe pas par moi-même, je fais juste relater des affaires de podcast, mais j'écoute un podcast qui s'appelle Les couilles sur la table, qui est un podcast féministe, puis il parle du male gaze dans un épisode, le fait que, bon, les femmes sont filmées souvent par un regard d'homme, même si c'est une femme qui réalise ou qui filme, il y a un regard sur la femme en cinéma qui est très
objectifiant. Ouais, des fois même à la limite de la perversion, Ouais, exact. à la limite... Puis on découvre toujours un personnage là, féminin, on découvre jamais un homme comme on va découvrir une femme au cinéma. Fait en tout cas, bref, il disait qu'un bon exemple de film qui n'a pas de male gaze, c'est Titanic. Ah ouais. Puis que c'est un film super féministe parce que justement, c'est Rose qui... En fait, on connaît très peu de choses sur Jack. Tu sais, on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Ouais, puis il a qu'il vécu à dessine. Paris, il a dessiné des prostituées. Exact. Alors que Rose, c'est elle qu'on suit, c'est elle qui décide à un moment donné d'avoir du sexe avec lui. Ouais. C'est elle qui met ses limites, c'est elle qui prend sa vie en main en quelque sorte, c'est elle qui est là Ouais. à la fin du film. Fait que puis quand quand on la voit nue, c'est elle qui demande, tu sais. Mais c'est ça, c'est Puis la fameuse phrase « Draw me like one of your French girls ». Mais c'est ça, ça vient d'elle, effectivement. Puis c'est beau, tout ça est beau. Puis je pense que, sans m'en rendre compte, petite, je trouvais, tu sais, comme, il y a quelque chose qui reste aussi de cette affaire-là. Ouais. Puis, fait qu'en tout cas, moi, c'est pour ça que je suis bien tripeuse de ce film-là. Ouais. Ce qui m'avait frappé, puis je l'ai revu en 2019 avec ma meilleure amie qui trippe, elle aussi, sur le Titanic. Elle aussi, c'est son film préféré. Puis, quand je l'avais vu, tu sais, dans ma tête, je me souvenais, bon, quand j'étais petit, il y avait la cassette 1, la cassette 2. Ben oui, mon Dieu. Mais dans ma tête, ça arrivait, mettons, la cassette 2 durait 45 minutes, puis la cassette 1 durait 2h15. Mais non, l'iceberg milieu. arrive vraiment pile au milieu. Exact. Fait que t'as comme deux films. Le premier, c'est une romance. Ouais. Puis le deuxième film, c'est un film de survie. C'est un film Ouais. C'est un film catastrophe, là, Mais où, c'est ça, où tout c'est- s'écroule. Mais c'est brillant comment que c'est pacé. C'est brillant, puis je trouve que c'est l'exemple que les films commerciaux Ouais. peuvent être aussi des bijoux, tu sais. Ouais. Comme, ça se peut faire un truc qui est grand public avec une histoire d'amour, avec un film catastrophe, mais qui a un propos, tu sais. C'est pas obligé d'être justement juste du pif-pif, pow-pow, et des filles tout nues, puis Ouais. comme ça, c'est un film qui a un propos, Puis là. de ressentir toute la détresse de tout le monde sur le bateau. C'est la première fois que ça faisait longtemps que je l'avais pas revu, mais c'est la première fois que je le regardais avec ce regard-là de ces gens-là vivent la fin du monde. Ils vivent la fin du monde, puis les pauvres, surtout. Ouais. C'est ça aussi, là. Ouais, ouais. Puis les riches vont s'en sortir sur leur petit bateau, puis Exact. Puis pas tous, mais la plupart. Puis ils se sentent à peine. Puis moi, j'étais allée au musée du Titanic, pas quand il était à McGill, mais à Miami. OK. Il est super quétaine, puis vraiment laid. Pourquoi Mais c'est là? je sais pas. Ça Ben, n'a parce que aucun rapport. Mais... parce que c'est proche de Disney et tout, là. Fait que genre, Ouais, c'était fait une qu'ils attraction, là. capitalisent sur- OK, Ils parce ont que ça a un bout aucun de rapport, délice, là. puis genre... Non, ça n'a aucun rapport. C'est juste que... C'est pas Liverpool, c'est pas... Ça a aucun rapport. C'est pas Halifax. S'ils voulaient juste faire du cash. Mais, cela dit, il y a des infos full intéressantes, puis dont tu vois la liste des passagers. Il y a comme des murs et des murs, puis c'est assez beau, c'est assez bien fait quand même. Puis tu vois, mettons, combien sont morts de la 3e classe, combien de la 2e, combien de la première. Puis tu réalises à quel point il y a personne ou presque qui est mort en première classe. Tu sais, il y en a vraiment, vraiment, vraiment peu, contrairement au 2e et 3e. Tu sais, ça vaut même pas la peine. Dans le sens, ils sont quasiment toutes morts. Ouais. Puis ça, je veux dire, c'est... c'est qu'encore aujourd'hui, on n'est pas loin... Je veux dire... Ben là, évidemment, on fait plus l'erreur de pas mettre assez de bateaux de sauvetage, là, j'ose croire. Non, puis les bateaux sont 15 fois plus gros que Oui, le Titanic bon. aujourd'hui. Ça, c'est... Mais il y a quand même quelque chose de ça, tu sais, je veux dire, on parle de la COVID, tu sais, pourquoi là, les gens ont trouvé une solution en 1 an, puis un vaccin en 1 an, alors que l'Ebola, tu sais, puis le sida, ça fait... Ouais, Parce que ça, tu sais, ça touche pas tout le monde. ouais, Fait que, mettons, l'Ebola, ben c'est en Afrique, ouais. Fait Fait que le que- financement n'est pas là. mourir. C'est ça. Puis le Alors sida, que là, ça a longtemps oh. été, ben c'est les gays. Exact, ils l'ont cherché ou je sais pas quoi, mais tu sais, puis c'est les... En tout cas, bref, fait que pour moi, ça en dit long sur l'humanité, puis sur justement notre manque d'empathie, puis notre Ouais. manque de faire genre, ah ben oui, les riches valent plus, tu sais. C'est Ouais. comme, ben c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est pour ça que je Tellement. trouve que ce propos-là, dans ce film-là, est bien amené, Ouais. puis sans que ce soit aussi... c'est pas moralisateur, malgré tout, tu sais. Mhm. C'est bien amené, c'est bien fait. Oh, gars, j'adore. Ouais, puis c'est une belle... Ben, la finale qu'on connaît, c'est pas celle que je vais aller mhm. voir dès que Oui. t'es parti, je vais aller le voir tout de suite, mais cette finale-là vient quand même me chercher
bon, on va le spoiler, là, Rose finit par décéder à la fin, mais de vieillesse, après avoir jeté le cœur de l'océan dans la mer. Après avoir vécu beau. une belle vie remplie avec un amoureux, des enfants. C'est ça, exactement. Puis qu'elle puisse retrouver Jack dans une espèce d'au-delà, mais qui est son paradis, Ben qui est le Titanic. C'est super beau. C'est tellement beau. C'est quétaine rare, mais ouais, c'est c'est beau. maîtrisé. Mais parce que ça vient de... Je veux dire, pour moi, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup les histoires d'amour aussi, je pense, dans la vie. J'aime beaucoup, 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 beaucoup les histoires d'amour parce que je trouve que ça peut rarement être mal fait. Ouais. Dans le sens que tu parles d'un sentiment que tout le monde comprend, que tout le monde connaît, qu'on a tous déjà vécu. Fait que je trouve ça tout le temps honnête. Ouais. Puis Ben, James pas tout Cameron, le temps, là, c'est mais ça. je veux dire... Puis James Cameron qui arrivait de Terminator 1 et 2, qui arrivait de Alien 2. Ouais, exact. Puis là, nous arrive avec ça. Puis l'histoire d'amour, ça. Oui, elle est quétaine, là. Elle est quétaine, l'histoire d'amour. Mais elle est ressentie. Exact. Et elle est sincère quand même. C'est ça. Puis tu sens que il y a quelque chose de beau aussi dans le Roméo et Juliette, là, évidemment, l'amour impossible, gna gna, mais ce qui est beau de Titanic, c'est que j'ai l'impression que Rose, oui, bon, Leonardo DiCaprio, il est super beau puis il est super smart, mais c'est plus une affaire de, elle veut sortir de sa vie. Ouais. Puis c'est comme un ancrage, tu sais, c'est une bouée de sauvetage, puis fait que ça aurait pu être, je pense, le premier venu à la limite. Ouais. Fait qu'il y a ça aussi que je trouve nice, que c'est pas juste genre, ils se trouvaient beaux, ils se sont trouvés, ils s'aiment. Ouais, il est ouais, mort ouais. pour elle. C'est lui qui a donné le petit kick pour qu'elle change de vie, puis qu'elle prenne sa vie en main. Puis elle est allée faire du cheval, puis elle est allée à Coney Island, puis elle est allée en faire des manèges. Exact, puis puis elle a mis son petit chapeau, puis elle a dansé avec les Irlandais, puis tu sais, comme... Oh, c'est ça. Ouais. tes trois coups de cœur, ben tu me diras pour Bacurau si je me trompe, mais tes trois coups de cœur et le Titanic ont quand même cette notion-là où c'est des gens qui sont pris dans quelque chose dont ils peuvent pas nécessairement se sortir sans souffrir. Intéressant. Peut-être le côté plus thérapeutique de l'émission. là. C'est intéressant quand même. Ouais. Mais je pourrais pas dire pour Bacurau, mais de ce que j'en ai compris, de ce que j'ai lu. Non, mais oui, c'est vraiment ça. En fait, aussi, Bacurau, ouais, c'est vraiment une... Qu'est-ce que ça veut dire sur moi? J'en sais rien, hein? Je sais pas. Faut que tu te poses la question. Ça, c'est toi qui as les réponses à ça. C'est peut-être mon petit côté, je sais pas. Mais t'en as parlé. T'as longtemps été cynique, Ouais, t'as ouais, longtemps exact. été nihiliste, puis là, t'arrives à... Ben, où t'es arrivé à un moment de ta vie où est-ce que t'as fait, ben, il faut travailler pour s'en sortir, mais est-ce que ça va arriver, on sait pas. Ouais, puis je pense que je trouve ça beau aussi, les gens qui ont le courage de changer. Mm. Ça m'inspire, je trouve ça nice. Ouais. Puis... Ouais. Puis, tu sais, mettons, j'ai vu ma mère, justement, puis mon père se séparer plus tard, tu sais, dans la vie, comme Ouais. de se sortir les deux de cette affaire-là, Mhm. puis de cette vie-là, puis de... En tout cas, je trouve ça beau, la résilience aussi de gens qui... Ben, tu sais, ça a l'air quétaine à dire, dans le sens que... Mais je pense que c'est quelque chose qui me touche particulièrement, Ouais. des gens qui osent changer les affaires autour d'eux. Ouais. Surtout. Très bien dit. Leur destin, tu sais. Fait que c'est ça. Catherine Brunet, Sur ce, quel plaisir de t'avoir eu sur l'émission. c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, si on veut voir ce que tu fais, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? On va où? On regarde quoi? Ben, on peut me écoute quoi? suivre sur Instagram, Kat Brunet. Sinon, ben, on va écouter... On écoute quoi? Ben, il y a Pour toujours plus un jour qui va sortir, j'imagine, en janvier 2022. Ouais, c'est à nouveau. Non, c'est sur... Ben oui, ça sort. Mais en fait, ça sort sur Crave et après, ça va Ouais. sur Nouveau, là. Je sais plus trop l'ordre, là, mais oui. Crave Nouveau. Aussi, ben, la bataille de Farador, éventuellement, quelque part en 2022. Mhm. Sinon, Manuel de la vie sauvage aussi, qui va être diffusé sur Série Plus en 2022 aussi. Donc, Parfait. Là-dessus, mon nom est Guy Saint-Cyr et avec Catherine Brunet, on a Jasé de film.